Qu'est-ce qui se passe demain si en effet 90% des gens suivent les ETF? Ça veut dire que les 10% qui sont en stock picking contrôlent tout le marché. Et c'est là où en fait les small caps elles sont super intéressantes. C'est parce que Là où il faut être bon aussi sur le stock picking, c'est que ta performance globale à la fin, elle va se faire aussi au moment où tu es assez smart pour te dire putain là ça marche plus bien. allez, lâchez les taureaux, lâchez les vachettes, lâchez les vachettes. Là on rentre dans le clash là, Octogone, c'est parti. Un débat genre vraiment. Mais pas débat énervé, hein. Pas débat énervé, non. Le but c'est de discuter, c'est avoir un truc un peu sympa où on a différents points de vue. Chers investisseurs, premier podcast live et on vous a prévu du lourd, c'est quand même la classe. On est dans un petit château dans le sud-ouest de la France et on a un invité de marque. Aujourd'hui, Mathieu, comment tu vas? Ça va très bien, effectivement le cadre est parfait pour un podcast, ravi de faire ça avec vous. Tu veux dire? Ouais, non. Un débat convivial. Convivial et en toute ambiance, tout bien, tout honneur. C'est vrai qu'on m'envoie souvent des messages en disant bon alors qu'est-ce que tu penses des ETF? J'imagine que toi aussi on te parle pas mal de la stratégie à dividende, donc je me dis que c'était intéressant d'avoir ce débat là avec toi et d'en parler un peu plus en détail. Et on a Clément ici, notre arbitre. La Suisse. Pas tout à fait impartial. Non, pas tout à fait, vu que j'ai plus d'actions à dividende que de ETF, mais j'aime les deux, donc ça va être cool de pouvoir jongler un petit peu entre les deux stratégies parce que moi je suis persuadé qu'il y a du bon dans les deux. Mais on a les deux extrêmes entre guillemets avec deux stratégies bien ciblées, donc ça va être chouette de discuter de ça. Bon, on commence par quoi du coup? On commence peut-être par dire que moi j'ai eu acheté des ETF quand même, et il me semble que toi aussi tu as eu acheté des actions individuelles. J'ai eu acheté même des actions à dividende carrément. Oh là là, gros scoop. Dossier. Scoop. C'est mes erreurs de débutant quoi. C'est ça, c'est le début. Ouais, moi aussi le début, tu vois, j'étais ETF assurance vie et puis après j'ai compris un petit peu mieux. Non, mais sinon effectivement j'achète aussi des actions, mais je suis plus côté small cap value. Comme la même stratégie que la personne que tu avais interviewée sur ta chaîne, il me semble. William Higgins. William Higgins. Ouais. Donc lui c'est effectivement oui, ça se rejoint. Okay. Une stratégie un peu small cap value, un peu quality aussi, un petit peu de momentum. Mais donc lui, bon, c'est peut-être le plus grand gérant français depuis 30 ans. Donc effectivement. Il a quoi, 13 et quelques de renta depuis qu'il a démarré son fonds, non? 13,2% annuel depuis 30 ans net de frais. Donc brut, il fait plus que ça. Ouais. Ok. Et est-ce que ce fonds, parce que c'est une question que je me suis posée, j'avoue que j'ai pas creusé, mais est-ce qu'il est accessible pour les particuliers Ah oui, il est même éligible au PEA, Okay. PME. Même en assurance vie, tu peux le mettre. Ouais. Avec un ticket d'entrée élevé ou Sur assurance vie, le ticket d'entrée, c'est 50 €. Enfin, ouais. c'est des fractions. Et sur PEA, PME, je sais plus à combien cote la part, mais ça doit être dans les 500 €. Je sais pas. Okay, donc ça reste quand même c'est accessible. pas un Berkshire Hathaway classe A, c'est sûr. Est-ce que tu es en train de nous dire, Mathieu, que ce serait un fonds actif que tu pourrais potentiellement recommander? Parce que là j'en ai personnellement. Ah, ok, t'en as personnellement. Donc comme quoi, faut pas voir les choses blanc ou noir, parce que généralement les fonds actifs c'est bourré de frais et ça sous-performe les fonds passifs. Mais peut-être qu'il y a certaines exceptions du coup. Mais après, tu as beaucoup de fonds actifs qui sous-performent à cause des frais. Genre si tu leur, si t'enlèves les frais de leur performance, ils sous-performent, mais sans ces frais-là, il y en a certains qui sont peut-être plus au-dessus de la performance ou qui en tout cas ont une meilleure performance que. Ouais, est-ce que tu sais l'impact, parce que tu sais, on sort souvent cette stat, je sais que c'est une stat que tu utilises beaucoup et qui est intéressante de dire que tu as 90% des fonds actifs qui n'arrivent pas à surperformer du coup les ETF sur un horizon de 10-20 ans. Est-ce que tu sais par exemple, est-ce que c'est en comptant leurs frais? Est-ce que si tu enlèves leurs frais, est-ce que déjà ils sont mieux? Tu vois, je me dis, ça oui, peut faire, il y a des études sur ça aussi. Brut de frais, donc sans compter les frais, la majorité aussi sous-performe le marché. Et ensuite, évidemment, si tu fais des classements par décile avec les 10% les plus chers versus les 10% les moins chers, les 10% les plus chers sous-performent beaucoup plus que les 10% les moins chers. Donc oui, les frais, forcément, ça a un impact. Mais la conclusion, c'est quand même que brut de frais, la majorité sous-performe aussi. Et juste pour revenir sur Egon et sur les fonds actifs, moi je trouve que c'est plus le côté intéressant de Egon, c'est son segment, c'est-à-dire qu'il va vraiment investir sur des micro-caps européennes que de toute façon tu ne pourras jamais investir via des ETF parce qu'il n'y a pas d'ETF qui existe sur ce segment-là. Et c'est aussi super intéressant ce segment-là pour les gens actifs et même pour ceux qui font du stock picking parce que c'est des marchés qui sont beaucoup moins compétitifs, il y a beaucoup moins d'institutionnels, il y a beaucoup moins de liquidité aussi. Donc si tu es un petit, entre guillemets, un petit fonds ou un particulier, c'est là où tu peux avoir un avantage compétitif
vis-à-vis des autres investisseurs. Et c'est là où vraiment tu peux surperformer le marché. Et c'est là où, en tout cas pour moi, un stock picker devrait se positionner, un bon stock picker. Alors, évidemment, ça rajoute aussi, il y a des risques derrière. J'allais te dire, alors moi je suis sûrement un mauvais stock picker, enfin, en tout cas du moins j'ai préféré, je vois l'inconvénient aussi tu vois du small cap où je me dis tu es quand même sur le risque est aussi souvent plus important, ou du moins tu as intérêt à bien connaître les actions dans lesquelles tu investis. Après j'imagine qu'ils se protègent aussi avec une certaine value. Je pense que la stratégie quality va être différente aussi parce que tu vas avoir du coup moins de lignes. Je sais pas si tu trouves suffisamment une qualité vraiment très importante sur un niveau tu vois, de small cap aussi faible. Et enfin tu vois. En fait, analyser une small cap déjà, une micro cap même, c'est beaucoup plus facile qu'analyser une big tech, une GAFA qui a des activités dans tous les sens, que tu comprends pas vraiment, que il y a des infos vraiment que tu n'auras jamais, il y a plein de trucs à analyser, il y a différentes activités, alors qu'une micro cap qui a une cinquantaine de salariés, qui a des résultats qui sont beaucoup plus faciles à analyser, en fait, c'est là où le stock picker individuel, eh bien, il peut tirer son épingle du jeu versus, tu analyses, je sais pas moi, aujourd'hui Apple. Plein de gens analysent Apple, tu n'auras pas forcément une plus-value à analyser Apple aujourd'hui. Est-ce que tu... Juste pour finir là-dessus, tu vois, moi je trouve que justement, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je trouve que justement la small cap, pour moi, il y a plus de risques, elle a moins d'avantages compétitifs, ça va être plus difficile de se faire disrupter, on va être sur un marché extrêmement local et je pense que c'est difficile de se dire, voilà, cette boîte-là, dans 10 ans, elle existera toujours, tu vois. Et je pense que même des large cap, et justement, je pense que il y a vraiment un truc intéressant là-dessus, c'est que je pense que les gens se disent, tout le monde connaît Apple. Donc ça sert à rien d'investir en Apple parce que tout le monde, tu vois, c'est connu, c'est reconnu, elle est suivie, donc il n'y a pas de souci. En fait, la réalité, c'est quand tu analyses, j'ai vu pas mal de vidéos là-dessus, en fait, tu te rends compte que les gros fonds sont peu positionnés des fois sur des grosses capitalisations parce que pour eux, c'est évident. Justement, comment justifier de te facturer 3% de frais si tu investis dans les GAFAM, tu vois. Pourtant, potentiellement, les GAFAM, c'est ce qu'il y a de mieux, enfin, c'est parmi les meilleures entreprises en termes de qualité, tu vois. Et ce que je trouve intéressant, c'est que justement, les institutionnels ont certaines règles qui les empêchent d'investir dans ce qui est vraiment le meilleur. Je pense qu'il y a notamment des règles sur le fait qu'ils doivent avoir un portefeuille, un certain nombre de positions, qu'ils ne peuvent pas dépasser un certain pourcentage de positions. Et tu vois, un Warren Buffett qui n'a pas ces règles-là, il va mettre 50% de son portefeuille dans un Apple. Tu vois. Donc, pour moi, il y a ça et toutes ces choses-là, le fait aussi qu'ils sont jugés vachement sur le court terme. Je pense que les institutionnels ne vont pas forcément prendre les meilleures décisions. Et ce n'est pas parce qu'une entreprise, tout le monde, elle est obvious, que c'est pas un excellent achat, tu vois. Typiquement, je pense que même tu retournes 10 ans en arrière, un Apple c'était assez obvious comme achat, tu vois, ils avaient déjà quelque chose d'assez fort. Et pourtant, tu vois, t'aurais investi dedans, t'aurais eu des bons résultats quand même, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Après, j'ai pris Apple parce que bon, c'est le top 1, tu vois. Mais déjà, je suis pas sûr qu'il y ait pas beaucoup quand même d'institutionnels sur Apple. T'as des datas sur ça vraiment? J'avais regardé, il y en a beaucoup. Après, il y en a beaucoup sur tous les fonds. Enfin, déjà tous les fonds passifs et tout ça, il y en a énormément qui sont positionnés sur les. Bien sûr, là je parlais plutôt des fonds actifs. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont sur Berkshire Hathaway, donc ils vont pas forcément acheter Apple pour éviter le doublon. J'avais regardé sur Dataroma, qui est un site, tu sais, où tu as oui, d'accord. Oui, ils l'ont, mais indirectement. Tu vois, ils peuvent l'avoir aussi de manière un peu indirecte. Mais en tout cas, cette exposition va pas forcément être suffisamment forte. Et tu vois que moi j'ai étudié les portefeuilles qui surperforment, et c'est souvent des portefeuilles assez concentrés. Et au contraire, les fonds qui sous-performent, c'est les fonds assez classiques où ils vont justement vouloir avoir une quarantaine, cinquantaine d'actions. Et ils vont pas forcément avoir un focus sur la meilleure qualité, tu vois. Et je pense que ça, et donc le fait de pouvoir plus se concentrer que les institutionnels et avoir un temps d'horizon qui est plus long que les institutionnels aussi, sachant que beaucoup jouent, tu vois, chaque trimestre ils doivent reporter, dire voilà, est-ce qu'on a fait un bon trimestre, allez on continue, tu vois. Je pense qu'en tant que particulier, tu peux avoir tes chances quand même. Et moi, c'est un peu le défi que j'ai pris, tu vois, c'est de dire, je pense que je vais arriver à faire mieux qu'un S&P 500. En pourtant me positionnant sur les large cap assez évidentes, tu vois, mais où j'estime qu'il y a vraiment une qualité supérieure. Et donc on va voir ce que ça va donner, tu vois, sur les 5 prochaines années. Est-ce que tu penses pas que c'est pas une histoire de large caps ou de small caps, mais plus potentiellement d'entreprises qui sont très qualitatives et se positionner sur vraiment la high quality, ce que tu fais déjà avec les large caps, l'ouvrir à du mid cap et du small cap, ça pourrait pas enrichir le stock picking, tu vois, et faire un portefeuille peut-être plus diversifié au niveau de la stratégie et aller peut-être chercher des boîtes qui sont sur un marché moins efficient, ce que tu disais Mathieu par rapport à l'efficience des marchés. Tu vois, c'est intéressant parce que tu disais c'est plus facile d'analyser une small cap, et j'avais entendu le même argument de la part de la personne que tu avais interviewée. Moi j'ai l'impression, pour avoir fait des analyses de large cap,
c'est pas si compliqué, tu vois. Il y a quand même, je suis d'accord avec toi, elles ont beaucoup d'activités, mais en fait, tu vois, tu vas prendre un Google, évidemment, ils ont plein d'autres trucs, tu vois. Ils vont tester des voitures électriques, ils vont avoir des paris des paris risqués, mais en fait, ça rapporte, tu vois. Je considère que c'est des choses qu'ils font, mais qui rapportent rien. La réalité, c'est que 80% du business de Google, c'est la publicité, tu vois. Donc, la vraie question à se poser, c'est est-ce que, est-ce qu'il va y avoir une autre plateforme qui va potentiellement venir concurrencer Google? Donc pour moi, c'est les questions majeures. Tu vois. C'est comme Apple. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir attaquer cet écosystème? Un Mastercard, tu paries qu'il va y avoir une digitalisation des paiements, qu'il y a de plus en plus de gens qui vont payer avec leur CB. Et qu'il n'y aura pas forcément un concurrent crypto qui va arriver, tu vois. Mais je me sens plus serein dans ce genre de boîtes qui sont justement complètement dominantes. On parle de monopole ou de duopole. Voilà, aujourd'hui, tu peux pas acheter quelque chose sans une carte bancaire dans la majorité des endroits, tu vois. C'est une des seules manières de payer. Que d'aller sélectionner une small cap qui vend des frigidaires dans le nord de la France, à Lille. Je sais pas, j'ai l'impression que cette boîte-là, alors elle peut se faire racheter, elle peut avoir des beaux avantages compétitifs, mais j'ai l'impression, tu vois, que c'est plus tendu, quoi. Nous, on le voit sur nos petits business, plus tu grossis, plus tu es présent, tu vois, et plus c'est difficile de venir te titiller. Et je pense qu'aujourd'hui, des boîtes comme Apple, moi, je me dis, je perds un peu de renta par rapport à me positionner sur des small cap, probablement, parce que small cap, tu peux vraiment faire un x5, x10, tu vois. Mais je gagne cette sérénité de me dire, ok, je suis quand même sur des boîtes, va falloir y aller pour empêcher leur croissance et pour les faire disparaître. Après, c'est toujours un couple entre le rendement et le risque. Hein, tu vois, les mecs qui se positionnent sur les small caps, genre club de valeur, je sais pas si tu vois qui c'est. Mickaël qui parle beaucoup de small cap, il le répète souvent, tu vois, c'est que sur une small cap, tu peux te positionner et elle a un potentiel beaucoup plus grand au niveau de l'évolution de son cours, tu vois. Et en soi, c'est vrai, mais tu prends peut-être plus de risques. Après, ça dépend du profil et des objectifs de l'investisseur, je pense. Après, en fait, si tu veux surperformer en bourse, il faut que tu chopes forcément dans ton portefeuille des pépites, tu vois. Je sais pas si vous avez vu ça passer, mais en gros, sur le S&P 500, sur les 20 dernières années, tu as la moitié des entreprises qui ont une performance à peu près, je crois que le chiffre c'est 63% de performance ou moins. Donc tu as la moitié des entreprises qui font 63% de performance sur 20 ans, cumulée ou moins. Et la médiane, ça c'est la moyenne. Okay, donc la moyenne fait 63%. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de boîtes qui font vraiment moins que 63%. Ce qui est pas dingue. Voilà, c'est ça. Et je me suis trompé en fait, c'est la médiane. Okay, c'est compliqué. Non, alors la médiane elle fait 63%, donc tu as 50% des boîtes qui font moins que 63% et 50% qui font plus. La moyenne, c'est bien ça du coup, la moyenne est à 200%. Donc en gros, tu as des entreprises, une toute petite portion, qui font plus de 1000% sur 20 ans et qui tirent la moyenne vers le haut. La moyenne, c'est l'indice, c'est le S&P 500 du coup. Et si tu n'as pas en fait ces petites boîtes là, souvent c'est pas des Apple du coup, parce que si sur les 10 prochaines années Apple fait 1000% de performance, c'est pas des Apple d'aujourd'hui, c'est peut-être des Apple il y a 20 ans, ok. Mais c'est pas des Apple d'aujourd'hui. C'est-à-dire dans ton portefeuille, si tu as Apple aujourd'hui, je mets ma main à couper qu'elle fera pas plus 1000% de performance. C'est pas possible, il n'y a pas la profondeur de marché pour faire ça, tu vois. Et du coup, si tu n'as pas ces entreprises-là qui tirent ton portefeuille vers le haut, tu vas très probablement être dans la moyenne, dans la médiane plutôt, les 63%, et sous-performer. Et c'est là où en fait les small caps, elles sont super intéressantes. C'est parce que tu vas avoir des entreprises, tu vas diversifier ton portefeuille, tu vas avoir des entreprises qui ne vont pas faire grand-chose, etc. Mais tu vas avoir des entreprises par contre qui ont un potentiel de croissance qui va être assez incroyable. Et c'est elles qui vont vraiment tirer ta performance vers le haut. Et c'est peut-être si tu as 20 boîtes dans ton portefeuille, tu en as peut-être une ou deux qui vont porter ton portefeuille et le reste va rien faire du tout, tu vois. Et c'est pour ça, alors je suis complètement d'accord avec toi, quand tu analyses de cette manière-là, tu te dis l'ETF c'est le mieux parce que finalement je vais tout avoir. Celles qui vont moins bien performer, elles vont sortir naturellement de l'ETF, et celles qui vont super bien performer, finalement elles vont driver un peu mes résultats. Alors je mettrai quand même quelques points, c'est que typiquement sur un ETF, imaginons c'est je sais pas, la 1001e action du S&P, enfin du coup c'est pas sur le S&P 500 mais sur un ETF par exemple small cap, c'est la numéro 1000 qui surperforme. Finalement la numéro 1000 tu l'as qu'à faible pourcentage de cette action là, et donc c'est pas, elle va pas driver tes résultats comme si tu avais acheté que cette action là, tu vois aussi. Non mais en gros tu vas avoir la moyenne de 130% au lieu de la médiane 63%, mais effectivement tu vas pas avoir un portefeuille qui va faire plus 1000%.
Non, mais tu vas espérer juste avoir au moins la moyenne, et ce qui est déjà assez incroyable et qui est très très dur à faire en vrai, sans ETF. ETF. Parce que dans un ETF, tu as du coup, imaginons, tu as les 500 entreprises du S&P, donc tu sais qu'il y en a quasiment 250% qui ont une performance bof, en dessous de 63%, tu vois, la médiane. Et est-ce que tu penses qu'avec des filtres de qualité, même sur des large caps, tu peux te permettre d'arriver à filtrer celles qui ont un potentiel supérieur et donc vachement augmenter tes chances de trouver des entreprises qui vont performer mieux que la moyenne enfin pas la moyenne de l'indice, mais en tout cas éviter toutes les entreprises qui ont une mauvaise perf. Tu vois, je suis complètement d'accord avec toi, la majorité des entreprises vont nulle part. Mais moi, quand j'ai regardé mes stats et que je regarde justement les fondamentaux et que je vois une énorme corrélation entre justement les capacités de la boîte, donc les marges, la profitabilité, la croissance, etc., vers la surperformance du S&P 500. Pour moi, quand tu achètes un S&P 500, tu as une moyenne de retour sur capitaux investis, tu as une moyenne de profitabilité, tu as une moyenne de croissance. Et donc, si tu as un S&P 500, je sais pas, tu vas faire en moyenne 5% de croissance de vente et 5% de croissance de bénéfices. Tu vois. Si tu vas chercher des entreprises qui parviennent à faire 10% et que tu valides qu'elles ont les capacités de continuer à faire ces 10% sur les 10 prochaines années, par exemple, je pense que tu peux, et c'est une stratégie qui a été employée par pas mal de gérants de fonds qui ont surperformé, de se dire je vais me positionner de manière plus concentrée sur ces boîtes-là qui ont des vrais avantages compétitifs et qui vont être capables tu vois, de me fournir plus. Parce que finalement, au lieu d'acheter une moyenne de marché, je vais écrémer ça et aller sélectionner la crème de la crème. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Premier point, moi je dirais en tout cas, c'est qu'il y a plein de gérants aussi qui ont fait cette stratégie et qui se sont cassés la figure aussi. Tu peux en citer vraiment un portefeuille concentré, quality, parce que tu vois, je sais je vois beaucoup de gérants en fait qui sous-performent, mais en fait quand tu regardes, ils disent par exemple qu'ils suivent Warren Buffett. En fait, c'est facile de dire j'ai la même stratégie que Warren Buffett. Dans la réalité, quand tu regardes la composition du portefeuille, le turnover du portefeuille, c'est incroyable. En fait, les gérants qui suivent vraiment le Warren Buffett, c'est-à-dire portefeuille concentré, top quality, je garde sur le très long terme, je fais très peu de rotation. Tous les quelques que je connais qui font ça, franchement, ils ont des belles performances. Oui, mais tu les connais parce qu'ils ont des performances. Parce qu'ils ont réussi. Parce qu'ils ont réussi. Okay. Tu les connais pas en amont, en mode lui il fait ça, bon mais je vais le suivre. Après je pense que c'est difficile d'extraire là, tu vois, entre ceux qui ont foiré et ceux qui ont réussi. C'est vrai qu'en soi on connaît un peu l'histoire de ceux qui ont réussi, mais forcément on entend parler. Après moi du coup j'ai vu ton tableau. J'ai vu ton tableau où tu arrives quand même à faire une grosse corrélation entre les fondamentaux et la perf. Et c'est vrai qu'en fait là pour le coup c'est quantitatif, tu vois, genre tu vois vraiment que les boîtes qui ont les meilleurs fondamentaux historiquement elles ont eu une meilleure perf. Après c'est sûr qu'à l'intérieur de ça, des boîtes qui ont eu les meilleures perfs, il faut encore réussir à choper celles qui vont bien performer dans le futur, et c'est là toute la difficulté. Ouais, et c'est là que je trouve ça plus facile. Le small cap, en fait j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, en startup on dit les VC de startup ils te disent j'ai 100 projets et j'en ai un. Il suffit qu'il y en ait un seul qui gagne et ça va me rembourser tous les autres sur lesquels j'ai perdu. Et j'ai l'impression que plus tu montes en termes de capitalisation, et plus ton pourcentage total de plus-value que tu vas pouvoir faire, tu l'as dit avec Apple, il est réduit, mais tes chances de succès sont plus importantes. Tu vois, moi, typiquement, les boîtes dans lesquelles j'investis, j'estime que c'est des monopoles, des duopoles, et il y a 90% de chances pour moi que leur business se passe bien et qu'elles surperforment le marché sur les 10 prochaines années. Tu vois. C'est ma thèse là-dessus. Et j'ai l'impression que je n'aurai pas ce niveau de certitude sur des small caps parce que, à nouveau, elles sont encore trop jeunes dans leur marché. Et je sais que sur les small caps, je vais en acheter, je vais en acheter 20. Et en fait, il n'y en a que 2 potentiellement qui vont surperformer. Et je trouve que c'est beaucoup plus difficile mentalement d'investir comme ça en se disant j'ai un taux de perte très important. Après, tu as peut-être encore plus de biais cognitifs quand tu vas sur des small caps et que tu dois faire du coup ces choix-là, parce que je pense que tu dois faire vachement d'arbitrage entre... je sais pas trop comment ça se passe, tu vois, comment il gère son portefeuille William Higgins, mais je suppose qu'il y a quand même peut-être pas mal de rotation. Hein. Et il y a un gros accent sur la valorisation aussi, c'est ça qui m'a surpris, c'est que nous on prend la valorisation qu'à la fin, alors que dans les small caps, souvent il y a beaucoup de stratégie value, où c'est vraiment de se dire j'achète les small caps qui sont... Après il a un gros accent qualité, je pense que là-dessus Clément tu vas pouvoir appuyer, mais je pense qu'il a un gros accent qualité, c'est ce qui fait aussi le succès de sa méthode, et en même temps il rajoute un facteur value. Value, il fait du value, small, quality, ouais. Non, clairement. Juste pour revenir sur ce que tu disais, je suis d'accord avec toi que quand tu analyses une boîte, tu peux être presque sûr à 100% que dans 10 ans elle sera encore là, que dans 10 ans elle aura encore peut-être le monopole, etc. Et comment tu peux être sûr que dans 10 ans elle aura surperformé le marché par contre ? Alors, en fait, moi ma théorie elle est simple, je me dis si à nouveau le S&P 500 fait 5% par exemple de croissance de ses bénéfices et qu'Apple fait 10% de croissance de ses bénéfices, sur un horizon long terme,
le cours de l'action suit les résultats de l'entreprise, tu vois. Et donc, oui, mais le multiple, le PER peut baisser. c'est pour ça qu'il y a une partie valorisation et je fais aussi attention à ça. C'est-à-dire qu'en effet, je veux acheter de la qualité, mais je veux pas la payer trop cher. Si je paye un PER de 50 sur Apple, forcément. Là, tu payes un PER de 30 sur Apple. Alors oui, je paye. C'est là la différence avec William, et c'est intéressant qu'on en discute. Ouais, c'est c'est ça. Moi, ma théorie, c'est que la qualité, c'est ok de payer une qualité plus chère. Et une entreprise gardera toujours une valorisation qui est supérieure tant que sa qualité reste supérieure. Donc le danger, là où je suis d'accord, et je crois que il n'y a pas longtemps, c'est notre ami Xavier Delmas qui en a parlé, le danger quand tu fais ce genre tu t'investis dans les entreprises de high quality, tu payes un PER assez élevé, le danger c'est que l'entreprise ralentisse. Parce que si elle ralentit, donc tu as mal fait finalement tu t'es trompé, là tu perds sur les deux tableaux, c'est-à-dire du coup elle ralentit, donc forcément elle sous-performe, et en plus de ça, tu as la compression du multiple qui est énorme, parce qu'aujourd'hui elles sont valorisées bien, mais elles sont valorisées bien parce qu'il y a une meilleure profitabilité. Moi je dis toujours, quand je sais pas, tu fais tes courses, tu es ok d'acheter du bio, tu le payes 20% plus cher, mais c'est parce que tu te dis que c'est 20%, tu t'estimes que la qualité est 20% supérieure, tu vois. Après, là c'est un peu pareil avec ces entreprises-là, tu vois. Le PER moyen historique, c'est 17. Donc Exact. quand tu es à 30, tu payes pas 20% plus cher. Face à la moyenne historique, je dirais, Ouais. tu payes presque 2 fois plus cher. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, typiquement, Mastercard a des marges 4 fois plus élevées que la moyenne du S&P 500. Donc, à nouveau, c'est toujours une question de se dire qu'est-ce que j'obtiens derrière, tu vois. Et je suis d'accord avec toi, il faut faire attention de ne pas arriver dans un stretch où tu commences à payer des. Voilà, moi, j'utilise plutôt le cash flow d'ailleurs que le PER parce que je trouve que les earnings peuvent être un peu plus manipulés. Mais en gros, je vais me dire de 10 à 20, c'est des actions moyennes. 20 à 30, on commence à être dans la zone où moi j'aime bien. 30 à 40, ça commence à être un peu hardcore et il y a intérêt à ce que la boîte le mérite vraiment, c'est-à-dire qu'elle est vraiment. Tu vois pas comment elle pourrait être disruptée. Et au-delà de 40, je vais commencer à me dire ok, là il y a de la bulle, il y a de la spéculation. Tu vois ce qu'on peut voir sur des Nvidia, des choses comme ça. Je trouve que ça va trop loin et moi j'ai besoin de me dire ok, je suis pas en train de payer un prix délirant. Mais je suis ok avec le fait de payer 2 fois le prix du marché si c'est pour avoir une action qui est 2 fois plus qualitative, tu vois. Après, en vrai, ce qui est aussi délicat, je pense, c'est que sur un horizon long terme, tu vois, si aujourd'hui tu chopes des actions de très bonne qualité avec un PER peut-être élevé, donc tu achètes une boîte de très haute qualité assez chère parce qu'elle les vaut via sa qualité actuelle. Là où il faut être bon aussi sur le stock picking, c'est que ta performance globale à la fin, elle va se faire aussi au moment où tu es assez smart pour te dire putain là ça marche plus bien et soit tu dois vendre, soit tu dois, tu vois. Et en fait, il y a aussi cette partie-là de, certes, tu as les choix initiaux, mais aussi tout le suivi qui fait que tu vas réussir à prendre la bonne décision à la fin. Qui va valider ta performance. Parce qu'en fait, je pense que tu peux surperformer pendant très longtemps, mais si tu restes en mode passif et que tu te reposes un peu sur tes lauriers, ta performance peut se péter la gueule. Alors oui et non, parce que quand tu regardes historiquement, tu vois, un mec comme Warren Buffett, il te dit en fait c'est 10 décisions d'investissement qui ont drivé toute ma performance, tu vois. Et donc il y a quand même cet effet où il faut savoir, tu sais, ne pas cutter ce qui pousse pour investir dans ce qui baisse, c'est l'erreur classique, et vraiment se dire cette boîte, voilà, il y a quelques boîtes où tu vas te dire bah en fait tout roule, donc je la garde, quoi. Et après tu vas en avoir quelques-unes qui vont pas bien fonctionner, mais à nouveau, je pense que si t'en as certaines et que tu es positionné et qui continuent de bien se driver, je pense que ça peut vraiment emmener des belles performances sur le long terme, quoi, tu vois. Et du coup, c'est qui vos mentors un peu? Du coup, c'est des grands gérants quality, c'est ça? Ouais, moi alors je considère typiquement un Warren Buffett, même si disons que c'est un entrepreneur. Ouais. Oui, alors il a toute une partie entrepreneuriat, mais je vais dire, je sais pas, je vais te citer du Dave Cantessaria, je vais citer du Terry Smith, qui sont des investisseurs un peu plus jeunes qui ont suivi les pas de Warren Buffett, mais qui ont quand même 10-20 ans aujourd'hui devant eux de performance historique et qui ont cette approche de se concentrer, tu vois, sur les meilleures entreprises. Et c'est vrai que moi, ça me semble logique avec la réflexion de me dire, bah, tu as les meilleures entreprises et vu que tu as les meilleurs business, tu fais mieux que la moyenne. Maintenant, on va voir si ça se tient vrai. Et historiquement, on a eu dans le S&P 500, tu peux le dire, des boîtes aussi qui s'annonçaient très prometteuses et finalement qui se sont écroulées. D'où aussi d'avoir une vraie exigence sur la qualité que tu recherches et s'assurer que les douves sont bien protégées. Parce que tu sais, Warren Buffett, il dit toujours j'investis dans des boîtes qui ont des douves. Je trouve que c'est une manière gentille de dire j'investis dans des boîtes qui ont des monopoles et des duopoles. Quand il investit dans un Moody's, dans du Visa, Mastercard, même dans un Apple, tu vois, c'est que il voit pas trop comment ça peut se faire disrupter et ça du coup t'obtiens de belles performances, quoi. Et je pense qu'il y a une partie de les gens aiment aussi comprendre dans quoi ils investissent, de voir le produit. Je pense que ça peut les motiver de comprendre quel est le business d'entreprise. Ok, l'Apple, je vois, ok, je suis client moi aussi, tu vois.
Je trouve que ça peut apporter un plus que des fois Ouais, les mais ETF, quand tu voulais en parler. Je me demande si c'est pas une minorité de personnes, ça, mine de rien. Parce que Toi-même, tu disais que les ETF, il y en avait certains qui avaient peut-être ce sentiment de j'ai investi dedans, mais je sais pas trop quoi. Il y a eu dernièrement la tollée avec le SG, où il y a beaucoup de gens qui nous en parlaient. Ouais, moi, tu vois, genre, c'est vrai que les ETF, au final, quand tu dézoomes un peu le truc, c'est hyper bien, mais t'as quand même quelques limites. Genre, par exemple, que t'as un gestionnaire et un émetteur de l'indice entre toi et le sous-jacent et qui peuvent prendre des décisions comme monter les frais et changer l'indice de référence, tu vois. Après, moi, je me suis posé la question, tu vois, de savoir si, pour le coup, les investisseurs passifs étaient aussi formés que les investisseurs actifs. Et ça, c'est vraiment genre, un gros questionnement, tu vois. Je me dis, aujourd'hui, quelqu'un qui regarde sur YouTube, donc pas forcément des gens qui sont dans nos formations et qui sont allés loin pour se former et essayer de comprendre tout le truc et vraiment comprendre les biais cognitifs, etc., pour pas faire de la merde, mais des gens qui regardent 2-3 heures de vidéo YouTube, en vrai, t'achètes un MSCI World sur le PEA, c'est très simple à mettre en place. Mais est-ce que ces personnes-là, tu vois, elles sont prêtes à investir sur le long terme sans faire de la merde, tu vois? Je sais pas. C'est une question. Pour le coup, c'est une question que je me pose moi. Difficile sans faire un sondage Ipsos. Ouais, grave. Mais non, ce que je voulais dire, c'est il y a des stats qui sortent sur ça, sur à quel point, par exemple, les gens gardent leur action. Aujourd'hui, sur le S&P 500, la moyenne de détention d'une action, c'est 6 mois. Donc, ils sont pas forcément éduqués sur le long terme. Après, bon, il y a beaucoup d'institutionnels qui créent aussi cela, mais sur les ETF, par exemple, la moyenne de détention, c'est 4-5 ans. C'est des investisseurs déjà qui sont plus long terme que la moyenne. Et lors de la crise Covid, c'est le seul moment où il y a vraiment eu un crack important, eh bien, on s'est rendu compte que les investisseurs en ETF vendaient beaucoup moins, au plus bas, que les investisseurs sur des actions individuelles. Donc je pense que c'est des gens qui sont un peu plus éduqués. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que je pense que tu vois, c'est bien que cette majorité, la majorité des gens aujourd'hui choisissent ces ETF. Je pense de plus en plus, c'est le conseil qu'on entend en tout cas beaucoup sur YouTube et je pense que c'est super que ça soit mis en avant parce que le conseil qu'on entend aussi de la part de Warren Buffett. Exactement, oui. exactement. Mais parce qu'en fait, c'est sur YouTube. Vrai, mais Warren Buffett n'investit pas dans un ETF, tu vois. Alors, je parlais de Warren Buffett. Sur l'aspect entrepreneuriat, le fait qu'il a racheté pas mal de business, c'est intéressant aussi d'en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça bien que ça soit mis en avant les ETF et que la majorité des gens investissent dedans parce qu'en effet la majorité, tu dis par exemple on sait que l'investisseur moyen, je crois que l'espérance de gain est quand même positive, mais typiquement il va faire 2% par an alors que l'ETF va faire 8% par an. Après le problème mais la majorité des investisseurs n'ont absolument aucun système, donc pour moi c'est un petit peu, je sais pas comment dire, c'est comme si tu prenais c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun système de sélection, aucun système d'analyse, donc tu prends la moyenne et en effet la moyenne des gens, ils entendent leur copain Charles leur dire ah t'as vu Total c'est une super action, elle a baissé de moins 40%, achète, t'inquiète, c'est super. Et ils comprennent pas trop. Il y a pas de réflexion, il n'y a pas de système mis en place et donc forcément sans système, tu vois, c'est comme si tu montais ton business en 2-2 en suivant les conseils, t'as pas de résultat. Au final, je pense que t'as quand même genre une grande majorité de personnes. Toi, pour le coup, là on parle de stock picking et d'ETF, mais en réalité, t'as les gens qui investissent sur les ETF et t'as les stock pickers qui font un peu n'importe quoi dans leur coin, tu vois. Et c'est pas la même catégorie de personnes que ce que tu fais toi, où tu pousses le truc vraiment très loin et après à voir sur le long terme si ça performe très bien, tu vois. Mais tu as tout un système qui est en place pour essayer d'optimiser au maximum tes chances. Et ça, le problème, c'est que personne le fait. Genre, le nombre de personnes qui m'envoient des portefeuilles, des actions, tu t'en penses quoi, machin? Je réponds pas parce que j'ai pas le droit. Et deux, mais c'est abusé. Genre, c'est vraiment des boîtes. Genre, à commencer par la spéculation. À commencer par mon. Moi, une fois, je suis allé j'avais rendez-vous avec mon banquier. Il me dit qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. J'ai dit je suis conseiller financier. Il me dit ah ok, vous faites quoi? Bah voilà, on crée des portefeuilles pour des clients. Et il me parle de lui, de ses actions. Et le banquier, il a émis 20 000 euros dans 2 actions biotech. Putain, mais d'accord, mais voilà, et vous aussi, vous conseillez vos clients comme ça? C'est le gros problème. Non, entre amis, on fait ça, c'est tout. Mais ça part de là, en fait, tu vois. Je te rejoins complètement et je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je ressens juste, c'est que faut pas mettre tout le monde dans le même panier, tu vois. Et je pense que quand tu dis les stock pickers sous-performent et font n'importe quoi, ben en fait, à nouveau, c'est une moyenne. C'est une moyenne. C'est un amalgame. Voilà, c'est un amalgame. Ouais. Et je pense qu'à l'intérieur, il peut y avoir des stratégies viables, bien pensées, réfléchies. Voilà. C'est comme 98% sous-performent, il y en a qui surperforment. Ouais. Après, en fait, il faut réussir à faire comprendre aux gens que c'est pas du jour au lendemain que tu arrives à. Tu vois, genre moi, pour le coup, ça fait 4 ans que je m'y intéresse. Et aujourd'hui, j'ai pas de mal à dire que je m'appuie encore sur ce que tu fais toi
pour construire mon portefeuille, pour essayer de comprendre, pour m'améliorer, tu vois. Alors que ça fait 4 ans que je suis dedans et que je le fais aussi par moi-même, j'essaie de m'améliorer. Et je trouve toujours que c'est compliqué. Alors qu'il y a des personnes, tu vois, ils vont investir des milliers d'euros sur... j'ai vu ça dans le journal, et je comprends pas, tu vois. Et puis après, moi j'ai eu ma copine qui a investi sur des boîtes, tu vois, parce que pareil, elle est banquière. J'espère qu'elle verra pas ce podcast, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Mais en gros, elle avait investi sur des boîtes où ils avaient entre potes, genre à l'école, ils avaient dit ouais, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Il y avait du Solution 30, du truc, et ça s'était pété. PA, Ouais, non, pas hors tout ce PA, qu'il je crois. faut. Mais ça s'était pété la gueule, et genre j'étais là, je fais, mais en vrai, genre, vends, fais, poste sur un ETF, tu suis pas, tu suis rien, tu vois. Et Moi, le problème que j'ai, tu vois, avec Mathieu, avec l'argument de dire 98% ne surperforme pas, c'est toujours que c'est un peu comme si tu disais à un mec qui veut lancer sa boîte, tu sais qu'il y a 90% des entreprises qui ferment au bout de 5 ans. Tu vois. Alors je sais pas, d'un côté, tu peux dire bah, c'est une prise de conscience réaliste et ça va peut-être lui montrer que c'est pas si facile. Mais tu vois, moi j'ai lancé plein de boîtes qui ont réussi. Et je me dis, c'est pas parce qu'il y a une stat qui te dit qu'une certaine chose que, tu vois, je pense que ça peut démotiver plein de gens en se disant bah ok c'est impossible, tu vois. Et la réalité, on est tous les trois autour de la table, on a un business qui fonctionne bien, c'est la meilleure décision qu'on ait prise de notre vie de lancer un business en ligne. Pourtant, je pense que si on avait demandé à nos proches qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu penses que c'est le meilleur, ils nous auraient tous dit bah non, il y a 95% d'échecs, te lance pas de là-dedans, c'est trop risqué, reste dans ton CDI, tu vois. Donc j'ai aussi envie, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre en faisant lui-même les erreurs. Et là, j'ai une stratégie qui pour l'instant surperforme, tu vois. On est encore sur des horizons de temps qui sont trop courts, etc. Mais j'ai des exemples d'investisseurs qui ont fait ça sur les 10 dernières années. Donc je crois que je suis quelqu'un qui a envie de, malgré tu vois, tout ce qu'on me dit, j'ai vu dans la vie que des fois c'est pas forcément la moyenne est médiocre en fait de manière générale dans plein de domaines. Et quand tu prends le temps de t'intéresser à un sujet, tu peux, à mon avis, obtenir de meilleurs résultats. Et donc c'est un petit peu ça, tu vois, que je tente de faire, quoi. Après, bon, c'est la moyenne. La moyenne est moyen, entre guillemets. Mais ce qui est fou dans la bourse, c'est que la moyenne, finalement, c'est plus de l'intelligence collective qui vont faire... c'est comme le truc de tout à l'heure. C'est-à-dire que la moyenne surperforme la médiane. Tu vois, c'est quand même incroyable, ça. Et la moyenne, c'est ce que les gens n'arrivent pas à atteindre. C'est-à-dire que c'est pas la moyenne, c'est 50% des gens l'atteignent. C'est la moyenne, c'est seulement 5% des gens l'atteignent puisque 95 sous-performent. 98, ça dépend les stats. Mais du coup, en fait, la moyenne, c'est pas le bon. En tout cas, c'est pas. Je vois ce que tu veux dire. Il faut pas avoir il faut pas se dire. C'est très bien de faire la moyenne du En marché, bourse, alors que c'est incroyable même de faire la moyenne du marché. Ouais. Si tu fais du stock picking, sur des ETF, c'est pas incroyable parce que c'est normal entre guillemets. Mais si tu fais du stock picking et que tu as la moyenne du marché, c'est incroyable. Tu es déjà très très haut. Et t'es dans le top 10% en fait. Donc la moyenne du marché, c'est pas la moyenne des investisseurs. Tu vois, moi j'ai été surpris de voir en regardant mes actions à quel point il y avait quand même pas mal d'actions qui ont surperformé sur les 10 dernières années à travers des fondamentaux, etc. Et donc j'ai quand même l'impression que tu peux avoir, et c'est ce que je veux vraiment faire à travers mon contenu et à travers les outils que je suis en train de développer, que les stock pickers puissent avoir une vision réaliste de est-ce qu'ils battent le marché ou pas. Parce que je crois que la première question déjà, c'est qu'il y en a qui pensent qu'ils sont mieux que la moyenne. Tu sais, c'est comme quand tu demandes au conducteur est-ce que tu conduis mieux que la moyenne, tous les gens vont te dire, il y a 80% qui vont dire oui, je conduis mieux que la moyenne. Il n'y a personne qui traque. Mais voilà, il y a personne qui traque C'est précisément. très dur. On a besoin d'avoir, et c'est pour ça qu'on va développer des outils pour que vraiment tu puisses importer tes actions et qu'on te dise direct oui tu surperformes ou non tu sous-performes, tu vois, pour que les gens puissent aussi avoir cette vision réaliste et se dire ok ça fait 5 ans que je fais ça, j'ai pourtant suivi un procédé cool et je sous-performe, ok go sur les ETF. Par contre j'ai un procédé exigeant et je vois que ça continue de bien marcher et je continue de gagner plus qu'un ETF, ok bah je peux continuer peut-être ma stratégie. Mais pour ça tu vois il faut que les gens ils traquent vraiment, et le problème c'est que personne ne le fait, parce que tu vois il y a beaucoup de sites, les stock pickers ils vont sur des sites comme Morning etc qui sont très visuels et c'est sympa tu vois, mais t'as pas une performance précise. Tu prends pas en compte les frais, tu prends pas en compte l'impôt sur les dividendes, tu prends pas en compte le taux de change ou à moitié parce que t'as pas la date d'achat, tu vois. La date d'achat c'est hyper important pour pouvoir retracer et faire les courbes. Mais je pense qu'avec la date d'achat tu peux déjà avoir... J'ai eu toutes les stats sur Portfolio Performance quand j'ai tout rentré à la main, mais il y a rien qui est bon. Mon tableau il est pas bon, Morning c'est pas bon, il y a rien qui est bon. C'est pour ça que les gens le font pas, c'est que c'est très dur, il n'y a pas d'outils déjà de... Enfin, il y a Interactive Brokers qui fait ça bien. Mais quand tu as un seul courtier. Et Boursorama aussi qui fait ça bien. Mais tous les autres le font pas. Donc
laisse tomber, c'est trop dur, trop compliqué. Et il y a juste un piège par contre, c'est le backtest. Ça, faut quand même faire attention de se dire, sur les 10 dernières années, mes actions ont surperformé. Oui, mais d'accord, mais peut-être que tu as sélectionné les actions aujourd'hui qui vont bien. Et du coup, il y a 10 ans, tu les aurais pas pris, tu n'aurais pas pris celle-là. Surtout qu'il y a beaucoup d'outils de backtest qui, pareil, prennent pas en compte la date d'achat, etc. Et ils te donnent une espèce de courbe où ils te disent que tu surperformes, mais en fait. Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le backtest, faut faire très attention parce que tu vas sélectionner les meilleures actions et derrière, tu vas avoir Ce que je trouve intéressant, c'est plutôt d'aller vraiment voir l'historique de la boîte, à quel moment tu aurais pu l'acheter, les performances par rapport au S&P 500 sur une longue période de temps et pas prendre une boîte à nouveau. L'idée, c'est qu'il y a 10 ans, que ça soit une boîte dans laquelle tu aurais pu concrètement investir. On sait tous qu'on n'aurait pas pu investir il y a 30 ans dans Apple. Par contre, il y a 10 ans, ça me semble beaucoup plus réaliste. Et je pense qu'il y a 10 ans, il y a déjà des gens qui investissent dans Apple. Tu vois. Donc, c'est vraiment faire attention à ça. Un challenge que je voulais te lancer aussi sur les ETF, c'est que moi, il y a un truc qui m'a toujours un peu surpris, c'est que tu parles d'intelligence collective. Et j'ai l'impression que les ETF, est-ce que tu ne penses pas que les ETF, du coup, dépendent justement des stock pickers ? Parce que il y a un discours un peu d'ETF des fois qui disent les stock pickers, c'est des gens qui sont bêtes parce qu'en fait ils essaient de sélectionner leurs actions et ils n'y arrivent pas. Et en même temps, il y a un autre discours qui dit c'est grâce à cette intelligence collective de stock pickers qui font sans arrêt des achats, des reventes, que nous les ETF on arrive à se greffer à eux et obtenir, tu vois. Donc est-ce qu'il n'y a pas quand même finalement tu vois une intelligence dans le stock picking et que c'est grâce au stock picking. Qu'est-ce qui se passe demain si en effet 90% des gens suivent les ETF? Ça veut dire que les 10% qui sont en stock picking contrôlent tout le marché techniquement, parce que s'ils décident de vendre une action, automatiquement le pourcentage baisse en termes de capitalisation et c'est aussi vendu de l'ETF, non? Ouais. Oui, non, clairement il y a un petit paradoxe. On se dit vous servez à rien. Si, vous servez beaucoup. C'est juste vous utilisez nos efforts et vous enrichissez de manière passive sur les efforts d'analyse, c'est ça? Non, mais effectivement, les gens qui investissent en ETF doivent dire merci aux stock pickers qui font le price discovery. Mais alors, il y a des études qui ont été faites par contre sur à quel point on a besoin de stock pickers pour que les marchés soient pricés de manière efficiente. Il ne faut pas confondre l'efficience des marchés quand je parle d'efficience des marchés, les gens se disent du coup, chaque action est très bien pricée tout le temps. C'est une globalité, ouais. Non, c'est juste que toutes les informations... Enfin bref, on va pas parler d'efficience. Mais ce qui montre, en tout cas, ce que les études montrent, c'est qu'on a besoin d'une petite partie, vraiment, de stock picker pour du price discovery. En gros, aujourd'hui, il y en a beaucoup trop. S'il y en a qui veulent passer en ETF... vous êtes les bienvenus. Venez chez... Il y a pas de souci. Venez chez moi. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de stock pickers pour que le price discovery se fasse de manière correcte. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, les ETF aujourd'hui, ils représentent à peu près 4% du marché. Ce qui est ridicule. Et dans le price discovery aussi, ils servent à rien. Ils servent à rien les ETF parce qu'ils font peu d'actions, ce dont on parlait tout à l'heure. Les gens qui investissent en ETF font peu d'arbitrage, etc. Alors que les stock pickers font beaucoup plus de rotation, de turnover. 4%, ça me paraît tellement pas... Enfin, mais après, c'est-à-dire que nous, quand on demande aux gens, aux individus, sur les particuliers, moi j'ai l'impression que c'est 50% d'ETF. Du marché total. Oui, voilà, 4%. 4% Ce qui du serait marché intéressant, total, ce serait de regarder dans les individus qu'on conseille combien investissent en ETF et combien investissent dans les actions. Moi j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui investissent dans les ETF. Tu vois. J'ai l'impression que c'est plus 50-50. Du coup, c'est quoi? C'est les institutionnels qui, eux, à nouveau, les institutionnels, je crois, représentent 80% du marché ou plus. Eux, ils n'investissent pas dans les ETF, du coup. Ah si, de plus en plus, les institutionnels. Et pourtant, ça représente toujours que 4%. Ouais, alors en fait, y a la plus grosse partie des investisseurs en bourse, c'est les familles, c'est les entrepreneurs, c'est les Jeff Bezos, c'est les Elon Musk, qui ont de base une grosse part des actions. Les actions explosent et en fait c'est eux, c'est les femmes, voilà, c'est les Bernard Arnault, c'est eux qui ont la plus grosse part des actions cotées aujourd'hui. Et eux, techniquement, ils font pas grand chose, j'imagine. Ils font pas de ils sont même pas investisseurs. Sur le long terme, ils laissent leur action. Oui, c'est des entrepreneurs qui ont des parts et qui c'est les entrepreneurs actionnaires. Alors. Ouais, qui ont explosé. Et eux, c'est eux par contre, si tu veux surperformer le marché, deviens entrepreneur actionnaire. Hein. C'est la performance de, je sais pas moi, de Bernard Arnault. Tu peux aller voir son track record. Si on le considère comme un investisseur. C'est le meilleur gérant du monde. Oui, mais ce que tu allais me dire, du coup, par rapport à Warren Buffett, c'est ça, c'est qu'il n'a pas juste investi. Moi, pourtant, quand je regarde la liste des milliardaires,
je considère que Warren Buffett est quand même différent de tous les profils qu'on a. Parce qu'un Jeff Bezos, il a quand même eu cet esprit vraiment entrepreneurial. Alors que Warren Buffett, ça a toujours été quand même pour moi, voilà, il a racheté Berkshire Hathaway, il s'est dit ok avec ça, je vais racheter ça. Ok avec, je vais utiliser, donc il y a un vrai, il a utilisé les leviers, il a utilisé plusieurs sources. Je crois que ça en avait parlé dans une vidéo, c'était intéressant. Mais il y a quand même eu ce truc où il a été beaucoup plus. Après, est-ce que tous les CEO sont pas des allocateurs de capital? Tu vas me dire que si, parce que Bernard Arnault, pareil, il a fait des rachats. Mais j'ai l'impression que Warren Buffett encore plus peut-être que. Non, qu'est-ce que t'en penses que... Oui, non, Warren Buffett, il a fait un conglomérat diversifié d'actions, d'entreprises. Ouais. En fait, là où moi ça me gêne de se comparer à Warren Buffett quand tu es investisseur, c'est que tu n'es pas dans la même catégorie du tout. C'est-à-dire que Warren Buffett, à la base, il achète Berkshire Hathaway. C'est une entreprise de textile qui est en train de couler, il la rachète, etc. Ensuite, il achète avec ça une entreprise d'assurance pour faire du levier. Et l'assurance, comme tu reçois les primes en amont, tu as beaucoup de cash flow qui rentre. Et donc, tu peux faire aussi pas mal de leviers, investir, etc. Donc déjà, tu fais du levier. Là où le particulier ne fait pas de levier. Donc déjà, dans la performance de Warren Buffett, il y a un effet levier à ajuster. Tu vois, s'il a un effet de levier de 2 et qui fait 2 fois plus que le S&P 500, en fait, il a la performance du S&P 500. Et c'est juste qu'il a un effet de levier de 2 dessus. Alors, ce qui serait intéressant, du coup, Mathieu, ça serait plutôt de se dire, plutôt que de parler justement de ce levier, de parler de certaines choses qu'il a fait, des achats notamment d'entreprises qui n'étaient pas cotées ou qu'il a enlevé du marché justement en les rachetant. Ce qui serait intéressant, ça serait de se dire plutôt, si j'avais acheté Coca exactement comme Warren Buffett au moment où il l'a acheté, donc il a acheté plusieurs achats durant les années 80, quelle performance j'aurais eu par exemple avec Coca, donc en prenant juste une action, sachant qu'en tant que particulier j'aurais tout à fait pu acheter exactement les mêmes actions Coca sans évidemment sans l'effet de levier. Et donc ça serait intéressant de voir si ces actions achetées en 80 ont surperformé le marché. Ça serait un super backtest à faire. Donc pour regarder les différentes décisions de Warren Buffett, et il a eu des mauvaises décisions, il en a eu des très bonnes aussi, Ouais. et je pense qu'il est inspirant. Pas sur l'aspect en effet, c'est très bien ce qu'il a fait sur l'aspect entrepreneurial et ça a dû booster sa performance, mais je pense que rien qu'en prenant les décisions d'investissement, c'est-à-dire qu'à nouveau il a cherché des entreprises de qualité qui avaient des gros avantages compétitifs et il les a tenus sur le long terme, je pense que rien qu'avec ça en fait c'est grâce à ça qu'il a surperformé la majorité des géants. Tu vois. Je suis pas sûr parce que du coup, il y a un papier qui est sorti qui s'appelle Buffett Alpha qui essaye de savoir d'où Warren Buffett génère de l'alpha. Okay. Et donc, du coup, il y a ce point-là, effet de levier. Je crois qu'il a un 5 d'effet de levier. Ensuite, il y a le fait qu'il achète du private, ce que tu disais tout à l'heure. Donc, nous, en tant qu'investisseurs en bourse, on n'a pas de private. Donc, vraiment, toi, il paraît que tu as commencé un peu de private. Donc, moi, j'ai du private, mais je pas, compte pas dans ma performance okay, boursière. Okay. C'est pas un truc la cible. Ouais. Ensuite, Warren Buffett, en 2008, par exemple, il a racheté des boîtes avec des prix avantageux. Avec des prix avantageux. Of America, où il les a sauvés un peu. Il les appelle directement. Vous savez, ils ont des contrats que toi, tu n'auras jamais, mais alors jamais. Ouais. Il prend des parts dans Ant, dans Duracell, à plus de 50% ou à 50%. Et après, dedans, il restructure. C'est un vrai entrepreneur. Vous savez combien il y a d'employés dans Berkshire Hathaway? C'est insane. Je crois qu'il y a 4000 employés. À checker. Attends, tu parles des employés parce que moi, il me semble qu'il a une très petite équipe de gens autour de lui et que par contre, les employés. Dans tout le conglomérat. Ah ouais, dans tout le conglomérat. Mais tu vois, il a toujours. Moi, je trouve que j'ai lu. Je suis d'ailleurs en train de relire toutes ces lettres aux actionnaires depuis du coup le tout début. Et il me semble qu'il a quand même fonctionné toujours avec peu de gens. Il s'est éloigné aussi du bruit de New York. Je trouve qu'il a eu cette capacité, et c'est ça, moi j'essaie de reproduire en tout cas dans l'inspiration, parce qu'il y a toujours des choses que je pourrais pas faire moi-même. Quoique, d'ailleurs, si ça se trouve, une fois que tu as acheté pas mal d'actions en bourse, tu vas peut-être te dire, bah tiens, je vais acheter cette entreprise, tu vois, une non cotée d'un concurrent ou d'un truc dans le milieu que je connais aussi, tu vois. Donc je trouve que c'est là-dessus qu'il peut être inspirant et pas forcément sur je suis d'accord avec toi sur d'autres. Il y a d'autres aspects où c'est plus entrepreneurial que juste de l'investissement. Mais je suis d'accord avec toi. Après, mais c'est juste quand tu vois sa performance historique, du coup. Il faut comprendre qu'elle est biaisée à cause de ça. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi qu'après, il y a une vraie stratégie boursière réplicable pour le particulier. Mais il ne faut pas se dire il a fait 20%. C'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu, mais tu vois, au contraire, je trouve qu'à nouveau, tu as des avantages en tant que particulier, qu'il a aussi des défauts qu'on n'a pas nous. Typiquement, aujourd'hui, il gère des milliards. C'est impossible pour lui d'investir dans un small cap. C'est impossible même d'acheter juste ne serait-ce qu'une action. Même s'il trouve une action qui peut faire x5, si elle n'est pas suffisamment capitalisée, ça lui rapportera pas suffisamment. Donc, il est obligé d'aller d'aller chercher. Il est obligé d'aller chercher des gros titres et nous, potentiellement, on peut se positionner un peu différemment. Aussi, quand on achète, on va pas forcément faire monter le titre. Donc, je trouve que c'est des éléments intéressants aussi, quoi. Juste, pardon, je fact-checker, c'est 383 000 employés Berkshire Hathaway. Ok.
Pour vous dire, mais du coup, c'est fat, hein. l'équipe derrière le conglomérat, en fait, bien sûr, mais c'est après pas un attention, simple gérant parce de que portefeuille. bien sûr, mais c'est le fait qu'il ait racheté les entreprises aussi, tu vois. C'est-à-dire que Oui, moi, oui. je pourrais considérer, si je compte tous les employés que j'ai dans Apple, à Mastercard, tu vois, je pourrais aussi me dire, j'ai beaucoup d'employés. Ah non, mais alors, il si tu as 1% de Mastercard, ça compte pas comme tes employés. Oui, Voilà, voilà. c'est Mais vraiment si des je rachetais, entreprises en fait, où si il a- j'ai racheté toute la. Bien sûr, il est devenu énorme et il a eu beaucoup de. Ouais, poids, c'est quoi. là où c'est quand l'entreprise appartient ensuite au conglomérat, donc il a au moins 50% des Ouais. parts dedans, quoi. Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'étudier du Dave Contessaria, du Terry Smith, des gestionnaires de fonds qui ont suivi ces pas, mais sans forcément justement rentrer dans du private, rentrer dans des choses comme ça, qui ont plutôt essayé d'appliquer ce qu'il a toujours dit. T'as le ouais. livre que je t'avais envoyé là, seuls les meilleurs, Oui, seuls les Peter meilleurs Cellern gagnent aussi, de qui, Peter Cellern. Je sais pas si tu connais. C'est un mec pareil, il a surperformé je crois qu'il a lancé en 1993 son fonds, si je dis pas de bêtises. Et pareil, il a une très belle performance et il se niche sur le quality growth. Donc en gros, des gros critères qualitatifs avec des entreprises qui font une grosse croissance organique, qui évitent d'acheter des boîtes un peu partout. Et il a 10 points, 10 critères. Ouais. Il est super intéressant ce livre. Et ça rejoint beaucoup d'ailleurs, ce que je t'avais dit, Carrément, ce je l'ai lu ce et que tu fais. ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on se dit pas juste ok la boîte elle a ça et c'est bon elle a Ouais. ça. Je pense qu'on va vraiment très loin et Ce qui est bien dans ce livre, je trouve, c'est par contre c'est vachement applicable aux particuliers. Par exemple, ce qu'a Ouais. fait Warren Buffett, ce que dit Mathieu, il a grave raison, c'est Ouais. qu'on a des années-lumière d'avoir Ouais, son, 1% de son capital. Et alors que sur ce genre de gestionnaire de fonds, ça s'apparente beaucoup plus à ce qu'on peut faire nous en stock picking et en recherche d'actions, tu vois. Carrément. Est-ce que toi, Mathieu, justement, les stratégies, donc je sais, on va parler de Smart Beta aussi, parce que moi j'ai tendance à me comparer à du S&P 500, du MSCI World, parce que c'est les choses sur lesquelles les gens vont souvent. J'ai souvent parlé sur ma chaîne du MSCI World Quality, qui a justement une surperformance assez importante quand tu le compares au MSCI World depuis très longtemps. J'aimerais bien savoir s'il y a d'ailleurs des S&P 500 Quality, je ne sais pas si ça existe exactement. Oui. Et du coup, toi, donc moi, ça serait intéressant déjà que je me compare avec un MSCI World Quality ou un S&P 500 Quality, parce que finalement, c'est l'indice que je cherche à battre finalement, puisque c'est toujours se dire qu'est-ce que serait la méthode Trident de manière passive et me comparer à cet indice-là. Pour l'instant, je compare au S&P 500 ou au MSCI World parce que c'est plus global et les gens comprennent mieux, mais je pense que ça sera un exercice intéressant. Est-ce que toi, dans les études du coup, que tu as regardé sur les différents Smart Beta, donc on a Quality dont on a parlé, mais on a aussi Momentum, on a aussi le Small Cap, on a aussi Value, tout ce qui est value. size. Est-ce que du coup il y a certaines... Size et small cap, ouais, c'est le même. Oui, small cap, ouais. Et ensuite, on a. Oui, alors en fait, tout a commencé avec Fama et French qui font un modèle à 3 facteurs. Donc à la base, c'est size. Bon, facteur de marché, on ne le compte pas, mais globalement, c'est investir sur les actions. Et value. Size et value, c'est un peu les facteurs historiques qui ont montré et qui vont très très bien ensemble. C'est-à-dire le value, quand tu fais du value en small, le small est un catalyseur du value. Tu vois. Donc faire du value c'est bien, faire du small value c'est encore mieux. Ok. C'est Donc c'est le parce que combo souvent, des deux. on pense souvent, Ouais, d'où la on pense combo souvent des deux. un critère, mais même là, tu as dit quality growth, donc tu as dit deux, Voilà. ouais, donc potentiellement en additionnant 2 facteurs, il y a certains facteurs qui vont aller mieux ensemble. Quoi. Ouais, exactement. Ensuite, ils ont sorti un modèle à 5 facteurs. Ils ont ajouté investment et profitability. Profitability, c'est un peu quality, c'est-à-dire ROE, enfin rentabilité, marge, etc. rentabilité des capitaux engagés, des capitaux propres, etc. Et investment, les entreprises qui investissent le plus ou le moins, à votre avis, surperforment. Surperforme. Qui investissent le plus en quoi? En R&D, en CAPEX, en... À l'intérieur, croissance interne de leur boîte. Mais est-ce que tu sais si c'est des investissements, on parle de quoi comme type d'investissement? Parce que des fois, tu as des dépenses en CAPEX qui sont vraiment... CAPEX. Qui investissent le moins, ouais. Ah oui, qui investissent le moins. les Parce boîtes qui ont un gros capex, la plupart du temps, ça crame du fric. Ça fait partie des critères. Moi, je sais que typiquement, un Mastercard, il y a très très peu de dépenses en CAPEX, ça me plaît. 6%, je crois. Ouais. Et j'aime pas les boîtes qui. Mais par exemple, la marge, tu vois, c'est ça qui est compliqué dans un business, c'est qu'il faut bien comprendre. Des fois, la marge est l'avantage compétitif. Un Costco, par exemple, la chaîne de supermarchés aux États-Unis, leur avantage, c'est d'avoir les marges les plus petites. C'est ce qui les protège, tu vois. Donc, du coup, là, dans ce critère-là, alors que généralement, les marges, c'est plus t'en veux de plus, là, dans ce critère-là spécifique, c'est finalement un avantage, tu vois. Donc ouais, mais tu mets un grain de sel dans le rouage. Qui peut être peut-être un peu. Pareil, growth, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quoi tu mets growth? Quel est le critère growth? Et tu as plein d'entreprises growth dans lesquelles je ne mettrais pas 1 euro, quoi, tu vois. Alors, le growth, c'est très polémique. Hein. Le growth, il y a beaucoup d'académiciens qui disent c'est pas un facteur.
c'est l'inverse du value et c'est typiquement de la spéculation sur laquelle il ne faut pas investir. Donc, mais qu'est-ce qu'ils mettent derrière, tu vois En fait, pour moi, la growth, pour moi, ce que je définis en croissance, c'est la croissance profitable, ce qui n'a rien à voir avec la croissance. L'ultra croissance en mode. On connaît très bien Uber, ils font de la croissance et ça fait 10 ans que l'action elle est en dessous de l'IPO. Donc tu vois, et ça doit être considéré comme une boîte de croissance, tu vois. Donc je pense que si ça dépend vachement ce que tu mets derrière ces termes. Mais alors il y a plein de critères. T'as le value, enfin peu importe le facteur que tu prends, en gros. En fait, des fois, c'est juste du bon sens. Tu peux avoir des critères qui sont complètement différents d'un papier à un autre et du coup, tu t'y retrouves pas non plus, tu vois. Donc, c'est compliqué. Comme le. Attends, j'avais un truc à dire, c'était sur le. Oui, sur investment. Ah oui, non, parce que je voulais vous faire plaisir. Investment, donc les entreprises qui investissent, qui réinvestissent le moins à l'intérieur, surperforment. Et c'est là où des entreprises à dividendes, c'est pour ça que je vais dans votre sens, c'est là où des entreprises à dividendes, souvent elles réinvestissent moins, vu qu'elles redonnent du cash à leurs actionnaires. Et en fait, le biais dividende, parfois ça peut être un biais investment, et donc ça peut être une entreprise à facteur investment qui peut surperformer effectivement grâce à ça. C'est super intéressant parce que moi je trouve que justement le dividende donne, je sais pas ce que tu en penses, mais moi sur l'analyse je trouve que le dividende en fait il force une certaine responsabilité envers l'entreprise. Du moins en tout cas aux États-Unis, dans d'autres pays c'est pas tout à fait le cas. Dans d'autres pays, en France un dividende est vu un peu comme un bonus des fois, donc tu le verses pas, ok. Mais aux États-Unis il y a vraiment ce côté, à partir du moment où tu en verses un, tu as intérêt à continuer de le verser et à l'augmenter chaque année. C'est pour ça que de plus en plus rachètent des actions au lieu de verser des dividendes, ils ont trop peur de se dire voilà. Ouais, non, mais l'an prochain, les gars, on fera pas autant. Oui, on fera pas autant, etc. Et donc, je trouve que le dividende a un aspect intéressant parce que finalement, tu le vois même dans les GAFAM, tu regardes un Apple, un Microsoft, ils augmentent leur dividende, ils le versent et je trouve qu'ils font moins de dépenses en capex délirantes que Google, Amazon, etc. Amazon, c'est typiquement la boîte, elle a l'air magnifique sur le papier, mais il y a tellement de dépenses en capex et que tu as l'impression que la profitabilité est toujours repoussée à plus longtemps. Tu as l'impression que c'est une boîte qui veut devenir un monstre jusqu'au jour où, tu vois, ils vont pas s'arrêter. Je pense qu'un Microsoft ou un Apple, ils s'arrêtent tant que l'investissement, ils le jugent rentable. Moi j'ai l'impression. Voilà, ça c'est les bons dirigeants font ça. Voilà. Mais Warren Buffett le disait très bien. Ce qui a fait sa force aussi, c'est qu'il y a très peu de dirigeants qui sont des bons allocateurs de capital. Ce qui a fait le succès de Bernard Arnault, c'est que c'était un excellent alloueur de capital. Alors que tu le vois notamment sur les rachats d'actions, je ne sais pas si tu avais vu cette courbe, où quand les actions baissent, les dirigeants arrêtent de racheter leurs actions. Et quand les actions montent, ils achètent à balle. C'est ça. Ce que fait. Warren Buffett fait l'inverse. Voilà, et tu vois à ce moment-là qu'ils n'ont pas du tout la notion, même eux ils n'ont pas, alors que tu dis c'est quand même grave, c'est leur propre entreprise, et même eux ils ne sont pas capables des fois d'en voir la valeur. Donc c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis c'est une vraie compétence qui n'est pas facile à maîtriser, en tout cas le fait d'allouer son capital correctement. Non, c'est sûr. Après quand tu fais un... Vas-y, pardon. Non, mais c'est ça, le facteur investment, c'est exactement ce que tu viens de décrire, quoi. Après, quand tu fais un peu, genre juste tu prends un peu du recul et avec du bon sens, genre tu peux un peu mêler des facteurs comme tu disais pour aller chercher un petit peu le meilleur dans chaque facteur, tu vois. Genre par exemple, la croissance, il y a croissance et croissance, il y a des startups qui vont chercher la croissance explosive, qui n'ont pas de bénéfices. Bah ça forcément, tu vois, avec le bon sens, tu sais que aujourd'hui, ça a été prouvé X fois que c'est pas sur ce genre de boîte-là que tu vas faire de la perte sur le long terme. Donc cette croissance-là, tu l'évites. La bonne croissance avec les free cash flow profitables, régulière et pas non plus délirante, tu vois, une boîte qui fait genre 15% par an mais régulier d'année en année, ça reste une boîte de croissance entre guillemets, mais c'est pas délirant. Ouais, parce que je pense que ce qui biaise aussi ces scores, c'est que dès que tu parles de croissance, tu vas te positionner sur des boîtes qui sont encore trop jeunes pour avoir de la profitabilité. Et tu le vois, tu as fait une vidéo sur Netflix qui était assez cool à l'époque où le cours s'était écrasé. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est de dire, ces boîtes-là, il y a tellement d'attentes des fois qui sont construites dessus que suffit qu'elles aient un an de retard ou qu'elles fassent un mauvais investissement, le prix fait en moins 80. Donc j'avoue que moi j'ai du mal avec ces actions-là parce que justement, même les Tesla, toutes ces boîtes-là où on est encore jeune sur le potentiel de profitabilité. Et on confond un peu, mais comme dans le business en ligne, on connaît bien le CA et les profits, quoi. C'est des boîtes qui savent flamber, enfin qui sont belles. Maintenant, est-ce que, tu vois, à un moment, Netflix, il y avait vraiment cette question-là, et c'est pour ça que l'action a chuté de 50%. À un moment, ils se sont dit, mais attends, en fait, est-ce que le streaming, un jour, ils seront profitables, quoi, tu vois. Mais je trouve qu'il y a aussi des opportunités, parce que typiquement, tu le vois avec la baisse de moins 80% de Netflix, est-ce que c'est pas excessif de remettre en cause toute la thèse tu vois, c'est fou, comme dans le growth, les gens pensent à un truc, enfin, c'est toujours les extrêmes, quoi. C'est soit l'action va exploser et elle va avoir une performance incroyable, soit ça vaut plus rien, quoi. C'est là où les ETF sont très forts au niveau de la psychologie aussi.
tu simplifies énormément les choses par rapport à la rotation dont tu parlais tout à l'heure, que les gens ne vendent pas trop leurs ETF ou les gardent beaucoup plus longtemps. C'est vrai qu'au final, quand tu vois Netflix, les mecs ils investissent et que ça se pète de 50% et que malgré que les fondamentaux sont peut-être encore bons, tu vois, genre la personne elle va peut-être réagir mal dans cette situation-là, tu vois. Sûr. Alors qu'avec un ETF, t'as intérêt à être accroché. Ouais, mais parce que tu limites énormément la volatilité avec un ETF, tu vois, tu as la volatilité du marché. La volatilité moyenne du marché, Et ça c'est sûr. après, oui et non, parce qu'au final, tu vois, avec mon portefeuille stock picking, j'ai eu une volatilité beaucoup moins élevée que la moyenne du marché. Genre en 2022, j'ai fait moins 5,9 alors que le marché il s'était pété la gueule de ouf. Et comme quoi, des fois, quand tu sélectionnes des boîtes solides, tu as peut-être aussi un effet tampon. Est-ce que tu n'as pas justement l'impression qu'il y a... Alors j'aurais 2 questions pour toi. Donc la première, ça serait, est-ce que tu n'as pas cette impression qu'il y a le fly to quality aussi, donc justement quand il y a des baisses? Je trouve ça intéressant avec ces boîtes-là, c'est que tu vois, on parle de Apple, on parle de Mastercard, c'est des boîtes qui ont quand même un certain historique. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles vont pas dans les marchés bulles, c'est pas celles qui vont exploser tout le monde, mais elles vont avoir des résultats assez corrects. Mais elles vont pas évidemment faire des aussi bonnes performances que les boîtes start-up où il y a beaucoup d'attentes dessus. Et je trouve qu'en période de baisse, elles vont quand même assez bien tenir aussi, dans le sens où il y a des personnes qui se disent bon, c'est pas le genre de boîte qui va non plus disparaître, et la profitabilité à nouveau ça baisse pas aussi parce que derrière tu as un business model qui continue de tourner même en période de crise, même en période inflationniste. Typiquement voilà, Mastercard, les prix augmentent de 5% cette année, il y a plein de business que ça va emmerder. Eux ils s'en foutent parce que de toute façon ils prennent un frais sur les transactions de carte de crédit. Si les prix augmentent de 5%, leur profit augmente de 5%, tu vois. Donc je trouve qu'il y a quand même ces boîtes qui ont certains mécanismes qui sont quand même assez exceptionnels, tu vois, je trouve. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que si tu vas sur des boîtes cycliques ou... Enfin, en fait... C'est un autre jeu. Ouais, c'est... Il y a un facteur, justement, on parle des facteurs, mais il y a un facteur, c'est low volatility. Les boîtes, en général, qui sont plus matures, qui ont moins de volatilité sur le marché, en général, font un peu ce que tu dis, l'effet tampon. Et alors, flight to quality, effectivement, un peu, tu vois. Maintenant, moi, j'ai tendance à avoir plus l'effet flight to quality sur carrément changer de classe d'actifs, tu vois. Donc, c'est les gens qui veulent vraiment se couvrir en temps de forte baisse, chose qu'on n'a absolument pas vue en 2022, mais chose qu'on a vue par exemple en 2008, en 2000, dans les cracks historiques. J'allais te dire, est-ce que ça t'inquiète pas ça alors, il y a 2 trucs. Est-ce que ça t'inquiète pas l'aspect des obligations qui aujourd'hui n'ont pas joué leur rôle, du moins peut-être sûrement à cause de l'inflation, qui n'ont pas joué leur rôle protecteur, qui est classiquement le rôle qu'on leur attribuait, c'est-à-dire de dire bon bah vous avez des actions pour limiter la volatilité parce que vous pouvez prendre un moins 40, un moins 60, vous avez des obligations dans le portefeuille et ça va faire le taf. Cette fois-ci, ça n'a pas fait le taf du coup en 2022, ça n'a pas fait. 2022, ça a pas fait le taf parce qu'on a eu en même temps un marché action qui est tombé et en même temps une augmentation des taux qui a fait chuter le prix des obligues. Mais c'est une année vraiment exceptionnelle historiquement. Okay. C'est-à-dire que on n'a jamais vu ça. C'est vraiment une cata pour le marché obligataire. Les obligues ont pris un sacré coup sur l'effet justement flight to quality. On peut se dire waouh, ça a changé les obligations. Mais il y a aussi des classes d'actifs comme l'or, parfois, qui a joué ce rôle aussi de flight to quality. Si on revient quand même sur les obligues, moi, c'est pas comme ça que c'est pas ma stratégie sur les marchés de faire du market timing et de placer actions et puis demain obligue pour se protéger, etc. Donc moi je m'en fous un peu. DCA, moi les obligues là actuellement aujourd'hui, je trouve qu'il y a une vraie fenêtre de tir par contre, mais pour plutôt les détenir à maturité, etc. pour des profits peut-être un peu plus défensifs ou si tu veux placer sur du moyen terme. Okay. Mais parce que là sur les obligues on a combien, 5? Ouais, les obligues américaines d'État. Ouais, on est à 5 sur des très courts termes. Et après. Du 2 ans ou un truc comme ça. Même sur du 1 an, ouais, t'es à 5. Même plus court terme. T'es à 5. Et sur là où je pense qu'il y a une belle fenêtre de tir aussi, c'est plus sur du high yield, même en Europe, quoi. Enfin, quand tu investis sur des obligations, en général, tu évites le risque de change parce que si tu es sur de moyen terme, c'est trop volatile par rapport à la volatilité des performances. Mais sur du high yield, aujourd'hui, tu peux aller chercher du 7-8% verrouillé quoi, à maturité. Après, on parle de quoi en Europe, ça reste. C'est quoi? C'est des boîtes? C'est des boîtes qui ont émis des obligues de boîte? C'est des obligues de boîte. Ok. Qui ont des triple A, qui sont. C'est quoi les C'est supérieur à BB. Oui, donc c'est investment grade, c'est ça? Ouais. BB. Est-ce que t'as pas, parce que moi l'impression que non, j'ai avec pardon, c'est pas investment grade. Hein. Du coup, c'est high yield.
Oui, mais le investment grade, il me semble que c'est à partir du moment où l'entreprise a au minimum triple B, elle est considérée par les investisseurs investment grade. C'est pas de junk bond, tu vois, les junk bonds, c'est quand tu descends en dessous de triple B. Du coup, tu n'es plus investment grade. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Tu vois, moi, le truc que j'ai avec les obligations et tout ça, c'est plutôt de me dire, je sais que ça peut, voilà, il va y avoir des opportunités. En fait, c'est un peu comme, tu vois, quand les pétrolières elles sont écroulées en 2020, les gens ont dit, ouais, il y a une opportunité. Et c'était pas faux, tu vois, il y a des gens qui ont fait. Mais c'est plus que ça s'apparente pour moi à du market timing parce que finalement, tu sais que sur le long terme, tu sais que là, potentiellement, dans cette période-là, ça va être intéressant. Mais tu sais que sur le long terme, l'obligation, il y a très peu de chances qu'elle surperforme. Typiquement, l'obligation d'une entreprise européenne de qualité, il y a beaucoup plus de chances que l'actionnaire de l'entreprise de bonne qualité surperforme l'obligation, tu vois. Donc moi, j'ai un peu ce paramètre, alors que toi, je pense que tu réfléchis plus en termes d'équilibre de portefeuille pour avoir plus de diversification et peut-être moins de volatilité. Moi, je suis toujours en train de me dire, je m'en fous en fait que potentiellement l'obligation elle surperforme les actions sur les 5 prochaines années. Ce qui compte pour moi, c'est sur 10 ans, tu vois. Oui, parce que c'était sur 10 ans. C'est Ouais. pour ça que je disais plutôt moyen terme. Voilà, plus moyen terme, nous on a des clients, ils veulent sécuriser parce que dans 5 ans, tu vois, ils ont un achat, ou dans 5 ans, ils sont à la retraite, ils veulent disposer d'un capital, ou voilà. Et sur 5 ans, faire du 7-8%, c'est quand même incroyable. Même sur le cash, moi je le recommande beaucoup sur le cash. Donc on sait qu'il y a Trade Republic qui propose là, qui est parti à 4%. D'ailleurs, je sais pas trop comment ils font parce qu'il me semblait que les obligations européennes étaient plus faibles que ça. Il me semblait qu'elles étaient plutôt à 2-3. Non, le taux, les taux directeurs sont passés à 4 à la BCE. Ouais, c'est monté. Ouais. Ok, c'est monté. Donc c'est comme ça qu'ils font. En fait, ils suivent. Ok, d'accord, ils suivent vraiment le. C'est vraiment, en fait, tu mets ton cash chez Trade Republic. En fait, chez Trade Republic, c'est JP Morgan, Stellaris, je crois, je sais plus quelle banque ils ont derrière, Citibank. Et eux, comme c'est des banques européennes, leur cash en fait est déposé auprès de la banque centrale. Ce cash est rémunéré à 4 et du coup le 4% ils le rendent aux clients. Mais ça, c'est pas des obligues, c'est vraiment le taux. Oui, c'est le taux de la BCE, forme d'obligation. Finalement, t'es investi. C'est du monétaire. C'est plutôt du monétaire. Du monétaire, mais t'es investi dans les. Oui, donc en fait, la seule manière que tu pourrais pas, où tu aurais un risque, c'est si il y avait la BCE cool. La BCE, enfin, il y aura un défaut sur le remboursement. Ouais, donc autant dire, il y a zéro risque, quoi, tu vois. Mais je trouve ça intéressant sur le cash, en effet, parce que on n'avait pas ce réflexe de nos jours. On disait, bon, bah, tu mets ton livret A, t'es 0,5, etc. Aujourd'hui, ça devient plus compétitif et même sur le dollar, il y a des taux directeurs qui sont encore plus élevés. Donc potentiellement, après, il y a toujours un certain risque de change. Mais je trouve ça intéressant, en effet, de se dire, bon, bah, de toute façon, moi, je sais que j'ai toujours 20% de mon patrimoine en cash. Bah ouais, essayons de le placer sur ces taux sans risque qui te rapportent 5% par an, qui en plus peuvent être versés mensuellement. Je trouve ça intéressant que Trade Republic, par exemple, le verse, mais même Interactive Broker vont le verser mensuellement parce que tu as un taux de réinvestissement qui est plus intéressant que dans les livrets A classiques où tu es payé qu'à la fin de l'année. Mais après, tu vois, c'est quand même... Après, c'est annualisé, hein, donc ça revient au même. Oui. Ça revient au même, mais le fait de le toucher. Est-ce que si tu le touches et que tu le réinvestis, est-ce que ça va c'est annualisé, c'est-à-dire que si tu le touches et que tu le réinvestis pas, tu as un taux inférieur. Tu as un taux inférieur alors que moi j'avais l'impression que justement le fait de le toucher chaque mois, ça te permettait de faire grandir. Je pense que c'est annualisé, qu'ils affichent 4% annualisé, je pense. Mais ils te le versent mensuellement. Ouais, je pense. Donc c'est ça qui est. Donc en gros, si tu réinvestis tous les mois, tu ne feras pas plus que 4%. Le max sur un an. Moi j'avais l'impression que justement tu reçois 4% divisé par 12 chaque mois. Et donc l'argent que tu reçois va ensuite œuvrer à gagner 4% de plus, tu vois. C'est une bonne question. Ça. Ouais, tu vois, Après, tu gagnes vraiment des centimes hein, entre la différence. Bon, en fait, même mentalement, je trouve que c'est intéressant. Tu vois, sur ton... Non, mais c'est con. C'était un challenge que je voulais te lancer aussi. Enfin, c'est une question, moi, qui me semble super importante, c'est de se dire. Les dividendes par exemple, je sais que tu as fait pas mal de vidéos là-dessus et j'avoue qu'il y a des inconvénients et il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, qui disent voilà, comme tu disais souvent, qui disent regardez je suis riche parce que j'ai gagné beaucoup de dividendes alors qu'en fait derrière le cours de l'action a baissé donc en effet ça vaut rien. Mais je trouve qu'on sous-estime, et je sais pas ce que tu en penses, on sous-estime des fois les facteurs psychologiques qui peuvent vraiment aider et je trouve que le dividende a un facteur psychologique très puissant et j'y pense parce que là on parle du fait que chaque mois que tu te connectes, tu vois ton paiement en intérêt. Et psychologiquement, tu te dis putain, je suis en train de faire de l'argent. Alors, on sait tous que c'est inférieur à l'inflation, que c'est passé, voilà. Mais psychologiquement, je pense que ça peut avoir un gros impact. Surtout que la majorité des gens ne sont pas forcément très éduqués sur tous les concepts. Et je pense que si les gens, ne serait-ce que le livret A, si tu étais versé chaque mois, je pense que les encours du livret A seraient plus importants. Parce que les gens verraient l'argent tomber et se diraient putain, ça marche et tout, tu vois. Alors que le fait d'être payé une fois par an, limite, t'as oublié que t'avais mis de l'argent, tu vois. Donc ces facteurs psychologiques et le dividende c'est pareil, le dividende tu dis ah ouais bon bah, ma boîte elle continue de fonctionner, on sait tous que c'est pas forcément le cas, il va falloir analyser derrière pourquoi l'entreprise, mais généralement si ton dividende il est stable, il est en croissance etc, ça motive, c'est plutôt un bon critère, ça veut dire que l'entreprise a une certaine profitabilité, qu'elle est capable de te le verser et
Et donc toujours affaire à creuser, mais ça motive et ça peut pousser les gens. Tu vois, je trouve que ça c'est pas assez discuté parce qu'en fait la vraie différence dans 20 ans, on est tous d'accord que la vraie différence c'est pas d'avoir fait 7% par an ou 9% par an. Les deux seront très bien. Le vrai débat c'est combien tu as investi pendant ces 20 ans. Et on sait tous que les choses de la vie faisant, tu peux tout à fait mettre tes investissements de côté. Nous ça sera pas le cas parce qu'on fait du contenu là-dessus, mais pour la majorité des gens il suffit que il se passe un truc dans leur vie, ils y pensent pas trop, ils arrêtent et voilà, et c'est fini. Donc cet aspect de motivation, je sais pas ce que t'en penses, mais je me dis c'est un truc après sur un ETF, tu vois, pour un particulier français, tu vas dans un PEA, tu peux prendre un ETF à dividende, pour le coup tu as le même effet motivationnel et t'es pas fiscalisé, tu vois. Voilà, mais par contre tu vas avoir du coup c'est moins optimisé peut-être probablement de les recevoir sur ton PEA parce qu'il va falloir les réinvestir, tu vas avoir des frais supplémentaires. Des frais de portage, c'est plus optimisé fiscalement par contre, parce que tu passes pas par la case impôt. Tu passes pas par la case impôt. Et donc il vaut mieux payer 0,5% de frais de courtage que 30% de flat tax, je pense. Alors ça aussi c'est sur les dividendes. Moi en fait tu vois la manière dont je le considère c'est que c'est ok pour moi de payer 30% de flat tax parce que pour moi le dividende il est fait pour être utilisé dans ta vie courante. Ça aussi je suis très différent de la majorité des gens, c'est-à-dire que on a cette vision, tu vas me dire ce que tu en penses, on a cette vision où pendant très longtemps on capitalise et à la fin de sa vie on retire et on vit de ses revenus passifs. Et on en a beaucoup discuté avec Clément. Moi j'ai l'impression qu'en fait c'est un jeu de dupes où finalement tu te dis toujours plus tard je bénéficierai de mon argent. Moi j'aime bien cet aspect, mes actions typiquement elles vont faire 90% de la performance en plus-value et 10% de dividendes. J'aime bien cet aspect de me dire c'est 10% de dividendes, vas-y fais-toi plaisir, achète-toi un truc, tu vois. À nouveau toujours dans l'état de se dire certes. Mais actuellement tu les réinvestis actuellement. Non actuellement je me les verse. Ah et je me fais des cadeaux, je me fais plaisir avec, tu vois. Mais après parce que tu as aussi le cash derrière qui te permet d'investir de plus en plus via ton business, tu vois. Alors certains vont me dire, je sais qu'il y a des commentaires de gens qui vont me dire mais attends mais du coup juste envoie moins d'argent en bourse et garde ton argent sur ton compte et ça fera pareil, tu vois. Mais à nouveau on parle de psychologie et moi j'aime bien l'idée de me dire j'investis toujours le maximum que je peux en bourse, tu vois, en me disant j'essaie d'épargner au maximum et d'envoyer en bourse, mais je vis de mes dividendes parce que je sais que c'est mon capital qui m'a produit cette valeur là et je sais que sur le long terme, tu vois, l'argent que je touche aujourd'hui avec mon business, je sais qu'il... En fait, c'est juste un jeu, hein, genre en soi, tu sais pas que tu réinvestis pas tes dividendes, c'est juste que tu les sors parce que psychologiquement, tu te dis je vais les utiliser et ça me motive et tout, mais au final, tu les renvoies par le biais de. Non, pour moi, c'est deux argents différents. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment, tu vois, le chemin. Ouais, mais le chemin est complètement différent. C'est-à-dire que il y a l'argent que je gagne. Psychologiquement, c'est plus facile. Et ça te psychologiquement, je suis en train de voir que je progresse vers ma liberté financière et j'apprécie aussi en termes de motivation de me dire, ok, aujourd'hui, je fais les stats, il y a 15% de mes revenus, 15% de mes dépenses chaque mois qui sont payés par mes dividendes. Donc je vois concrètement cette progression et je pense que tu es sur un PEA ETF accumulant, ça peut peut-être être plus compliqué parce que tu dois te projeter sur de nombreuses années parce que tu n'as pas des revenus qui tombent et tu vois, je sais pas si tu as des clients comme ça qui arrêtent d'investir parce qu'ils perdent un peu le... Ouais, ou même tu as déjà accompagné des gens sur la stratégie de sortie. Parce que nous on parle beaucoup aujourd'hui on est quasiment tous en phase de capitalisation, tu vois. Donc si on se projette dans 40 ans, je pense que les sujets dont on va parler sera complètement différents, ce sera comment utiliser tout ce qu'on a fait jusque-là. Et au final, on est très peu à se poser la question parce que, genre en vrai, aujourd'hui, on capitalise et ça se passe bien, mais le jour où on va devoir sortir, on va devoir avoir une stratégie aussi calée que sur la stratégie d'entrée, tu vois. Par exemple, la stratégie de 4%, sortir un petit peu de capital, est-ce que c'est viable en pratique ? Moi je me pose la question, tu vois, je me dis est-ce que vraiment s'il y a une chute de marché genre de 50%, le mec il va vraiment vendre à ce moment-là, tu vois. Ouais, alors il y avait beaucoup de questions parce que j'ai pas répondu tout à l'heure. On va faire une liste, on est parti trop loin. C'est une discussion. Mais alors déjà premièrement, je pense que psychologiquement effectivement c'est différent l'argent que tu investis et l'argent que tu retires. Mais pécuniairement en vrai, je suis plutôt d'accord avec Clément. Okay. L'argent c'est un flux. C'est fongible. C'est comme l'essence, quoi. Un bidon là ou un bidon là, c'est la même essence. Ouais. Ensuite, je pense que on est majoritairement ceux qui nous écoutent en phase de capitalisation, effectivement. Donc, si on paye 30% de flat tax sur les dividendes, ça joue quand même sur la performance et ça peut faire mal. Je sais pas combien sont vos yields, vous On est sur des yields 1,3 moi. 3 1,3. 1,3. Ouais, on est à environ 1%. 1%, donc ça fait 0,3 par an, c'est peu. Mais effectivement, ça vous grignote 0,3% de performance par an, du coup. Ouais, 30% de 1%. Mais je bénéficie de l'argent. C'est-à-dire que moi, la manière dont je le vois, voilà, c'est que cet argent-là,
tu vois, la manière dont je le vois, c'est que c'est de l'argent que je peux concrètement utiliser et qui va me motiver beaucoup plus à investir parce qu'elle me rapproche de la liberté financière. Et j'ai l'impression que je profite déjà de cet argent-là. Alors que si j'étais uniquement en mode ETF accumulant, je me dirais toujours, oui, bah, c'est pour plus tard, tu vois. Et moi, je me dis, demain, je peux me faire écraser par un bus et j'aurais tout mis pour le futur et rien pour aujourd'hui, tu vois. Non, je vois complètement. Alors, c'était un peu ce que tu disais tout à l'heure. Et ça, je suis d'accord avec toi. Et j'en parlais dans le dernier podcast qu'on m'a invité de Jaolan. En gros, je suis complètement d'accord avec le fait que psychologiquement, le dividende, c'est rassurant. Et il vaut mieux quelqu'un qui fait, je sais pas moi, 9% de performance par an avec des dividendes et qui va tenir sur le long terme, plutôt qu'un gars qui a optimisé à 10% avec des ETF, mais qui va péter un câble parce qu'il n'a pas psychologiquement le fait de toucher, je sais pas, 1 000 euros par an et qui va le rassurer psychologiquement. Donc psychologiquement, ça c'est indéniable que les dividendes, ça fait plaisir et ça rassure. Et peut-être que ça va jouer dans le fait qu'il y en a qui vont tenir plus longtemps leur investissement et donc ça va jouer sur leur performance in fine et ça va être positif. Donc ça, je suis complètement d'accord. Et dans le stock picking, toi tu le fais pas, mais dans le stock picking, je trouve que ça peut avoir aussi un élément intéressant d'analyse de société. Tu vois, moi, d'avoir un dividende, de savoir qu'il y a une certaine profitabilité, de savoir que le dividende va augmenter. Mais ça compte pas dans l'ETF, tu vois. Mais tu vois, je trouvais ça intéressant aussi dans l'analyse de voir à côté le personnel pour toi et d'avoir aussi le stock picking, de se dire, tiens, le fait qu'il y ait un dividende, je sais qu'il y a une certaine profitabilité qui est maintenue dans la boîte. Ouais, d'accord, ça c'est un critère de sélection. C'est un critère de sélection. Ouais, peut-être on pourra en reparler après. Mais du coup, tout à l'heure un peu quand même. Je sais pas combien de temps on est là, mais on parle bien, c'est intéressant. Le soleil a tourné. Le soleil sur Bergerac est sympa là. Ouais. Oui, ensuite fiscalement, en fait, comment dire non, la phase de rente. La phase de rente, quand tu es en ETF capitalisant, tu vas faire un peu la règle des 4%. Alors la règle des 4%, très remise en question parce que c'est sur les données historiques, etc. La vraie règle, c'est plutôt 2,5 si on veut être très, 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 très sécurisé. Et un truc hyper important, ce que tu disais, quand il y a une phase de baisse, en fait, il faut être très flexible dans sa phase de consommation. C'est-à-dire que si le marché baisse de 20% ou de 30%, tu vas essayer de retirer moins à ce moment-là que quand il est en train d'augmenter, pour pas consommer ton portefeuille et pour qu'il survive plus longtemps. Est-ce que c'est réaliste? Excuse-moi Mathieu, je t'interromps juste. Je vais en venir. Est-ce que c'est réaliste? Il y a tout un process en fait de se dire la phase de rente, si tu veux vraiment l'optimiser, il faut que tu sois un peu un robot sans émotion. Parce que quand ça baisse, il faut retirer moins. Du coup, il faut se verser plus de salaire à droite. Quand ça augmente, ok, nanani. Enfin, voilà, règle de 4%, ok, on n'est pas sûr, nanani. Donc ça, je suis complètement d'accord. C'est pas aussi évident que toucher 10 000 euros par an de dividendes qui sont certes fiscalisés, mais au moins ça sort. Maintenant, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, et là, vous allez m'interrompre, c'est sûr, que vendre une action, vendre une partie, vendre 4% de son action, c'est comme toucher un dividende de 4%. Puisque un dividende, c'est quoi? C'est transformer de l'argent que tu as sur ton compte d'investissement en cash, en compte liquidité, puisque le dividende, c'est détaché du cours de l'action. Donc, finalement, si ton portefeuille, il t'envoie un yield de 1,3%, ce que vous avez, mais si tous les ans, toi, tu vends 1,3% de ton portefeuille, ça revient exactement au même que voilà, c'est exactement la même chose que de vendre. Tu dois faire des choix. Ouais, bah, alors regarde, tu peux vraiment. Alors, premier choix, tu te verses 1,3% de l'ensemble des actions. Enfin, non, en fait, c'est de tes ETF. Ouais. Donc, bah non, tu dois pas faire de choix, tu as plutôt un portefeuille d'ETF. Tu veux faire des choix par rapport à quoi? Non, mais par rapport aux actions que tu vas vendre, tu vois, par exemple. Oui, alors je parlais d'un portefeuille d'ETF. Je parlais d'un portefeuille d'ETF capitalisant. Tu vends, donc si tu as besoin d'1,3%, tu vends 1,3%. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est flexible. Donc tu fais ce que tu veux. Donc si demain tu dois prendre 1,3%, tu prends 1,3%. Si demain tu dois prendre 2%, tu prends 2%. Si demain le marché a baissé et tu as des revenus ailleurs, tu prends 0 et tu seras mieux parce que ton portefeuille va garder de la valeur. Tu seras mieux qu'un gars qui sera avec un portefeuille de dividendes qui lui n'a pas le choix. On lui verse ses dividendes. Il n'a pas le droit de dire non, cette année je ne les veux pas ou cette année j'en veux plus. Donc là déjà, de 1, tu es très flexible. De 2, écris tes questions. Garde-les. Non, je finis. Juste. De 2, c'est beaucoup plus avantageux fiscalement. Et là, on se rend pas compte vraiment de l'avantage fiscal incroyable de ça. C'est-à-dire que tu as un portefeuille de 100 000 euros. Tu touches 5% de dividende dessus. Okay, donc, tu touches 5 000 euros. Okay, tu vas devoir payer
5 fois 30%, 3 fois 5, 15, 3 fois, ouais, c'est ça, 1500 euros de flat tax. Parce que tu as reçu 5 000 euros de dividendes. Maintenant, tu as un portefeuille de 100 000 euros, tu vends 5 000 euros, T'es imposé que sur tu es imposé que sur la part des intérêts que tu as généré. retirés. Donc, si dans tes 100 000 euros, tu as, imaginons, 50%, ça vient de tes versements et 50% ça vient des intérêts composés, alors tu ne dois pas payer 1500 euros, tu dois payer 750 euros. Tu viens de diviser tes impôts par 2. Optimisation fiscale incroyable. C'est ce que fait Warren Buffett. Alors Warren Buffett, aujourd'hui... Putain, on va pas y arriver. Oh là là. Vas-y. Non, allez-y. Moi j'ai juste en vrai allez, lâchez les taureaux, lâchez les vachettes. Lâchez les vachettes. Là, on rentre dans le clash là. Octogone, c'est parti. Non, en vrai, moi même pas. Parce que moi, je suis toujours la Suisse. J'aime les deux stratégies. Non, juste, est-ce que le fait, tu vois, dans les ETF, tu limites énormément les biais psychologiques à l'entrée parce que justement, le fait que ce soit 3 ETF, tu peux construire un portefeuille, tu investis tous les mois, tu as très peu de biais psychologiques, tu tiens sur le très long terme. Est-ce que, par contre, tu reportes pas genre les biais psychologiques pour cette phase de vente où les mecs, ils vont peut-être, genre ça va peut-être pas du tout se passer comme prévu, tu vois. Est-ce que au final, ce que tu gagnes à l'entrée, niveau vraiment psychologique et simplicité, et c'est beaucoup plus facile à tenir et beaucoup moins de choix, beaucoup de market timing en moins, etc., tu le retrouves pas à la vente. Mais pourquoi tu le retrouves à la vente? Je comprends pas. Parce que tu as une décision. En fait, ce que je trouve intéressant avec les dividendes, c'est que tu n'as pas de décision à faire. Tu me dis que c'est flexible et je suis d'accord avec toi. Ce que je trouve intéressant avec les dividendes, c'est qu'il n'y a pas une décision. En fait, tu sais déjà ton revenu passif, tu sais qu'il va augmenter un certain degré de pourcentage. Et tu sais que tu vas te faire matraquer par le fisc. Alors, tu vois, c'est intéressant parce que l'argument fiscal, c'est vrai que les dividendes, ça c'est un truc qu'il faut savoir. Fiscal, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. La fiscalité est meilleure sur les plus-values. Et d'ailleurs, même moi, dans ma formation, de plus en plus, je recommande aux gens qui souhaitent avoir plus de revenus passifs que les 1%, parce qu'on part sur des dividendes à 1% qui sont assez faibles, même s'ils augmentent rapidement. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de plus d'1% pour pouvoir vivre, et je dis, tu peux tout à fait compléter tes dividendes avec des ventes. Et je suis d'accord avec toi, les ventes, c'est assez cool de se dire tu ne payes que sur la partie qui a généré de la plus-value. Maintenant, il y a plusieurs éléments. Déjà, tu dis le dividende, c'est exactement pareil de vendre ou de verser un dividende. Pour moi, je le vois déjà pas du tout pareil parce que déjà, tu n'es pas positionné sur deux actions pareilles. Quand tu es sur une action à dividende, tu es sur une action logiquement, et il y a plusieurs études qui ont montré ça, que de manière générale, les actions à dividende, alors à nouveau, il y a un gros tri à faire parce qu'il y a plein d'actions à dividende qui sont de très mauvaise qualité, mais de manière générale, tu es sur l'entreprise qui a une certaine profitabilité établie. Donc déjà, pour moi, tu peux pas vraiment comparer les deux parce que dans un cas, tu es sur une action à dividende, dans un autre cas, tu es sur une action qui ne verse pas de dividende. Dans un ETF, et c'est là aussi la particularité que je comprends pas trop, c'est que on est d'accord, le dividende, il y a toujours quelqu'un qui va payer un certain impôt sur à un moment, une question que je m'étais posée, et c'est vrai que j'ai pas suffisamment creusé le sujet pour comprendre, mais c'est un ETF capitalisant. On est d'accord que l'ETF capitalisant, S&P 500, il a les 500 plus grandes entreprises. Donc il a 50% dans son portefeuille d'entreprises qui versent des dividendes. Puisque dans le S&P 500, tu as plein d'entreprises qui versent des dividendes. Ces dividendes, où est-ce qu'ils vont concrètement? Parce que ce sont des actions à dividendes que toi, tu as dans tes ETF. Ils vont au gestionnaire, ils sont distribués au gestionnaire, qui est situé en Irlande, au Luxembourg. Est-ce qu'il y a vraiment zéro impôt? Je sais que les États-Unis, voilà, donc il y a quand même des impôts. Tu vois, on a l'impression qu'ils n'existent pas, ces impôts, mais il y a bien quelqu'un qui les paye. Et j'imagine que le gestionnaire qui les paye, il te les facture. Enfin. Alors déjà, il y a des impôts, mais c'est pas 30%. Déjà, c'est que la retenue à la source. Donc 15%. Donc 15. Donc déjà, tu divises par 2. Okay. Ensuite, on se rend compte que les ETF, ils arrivent à faire des optimisations fiscales. Ils ont des filiales en Irlande, au Luxembourg. Alors même avec les swaps aussi, les ETF à réplication synthétique. Si tu me lances sur ce sujet, là c'est la moi je trouve que c'est Attends, on va partir sur. Il y a trop de sujets. Attends, on finit sur ça. Les ETF surperforment leur indice net return. Net return, ok. Donc c'est-à-dire qu'ils arrivent quand même à surperformer, de sorte déjà de 1, moi personnellement mes ETF, disons mon ETF S&P 500 par exemple, il gomme les frais, donc de 0,15% que je paye, il les gomme, donc je les paye pas, et même il va plus loin, il fait mieux que le net return. Donc en fait je surperforme grâce à un ETF, je surperforme le S&P 500 net return. Donc du point de vue fiscal en fait, il faut regarder l'ETF, des fois c'est pas le cas, notamment sur les pays émergents. C'est la tracking difference que tu regardes justement en comparant donc du coup par exemple SPI qui est l'ETF versus sur les sites. En gros sur les pays développés, ils y arrivent très bien, ils surperforment le net return, et donc c'est quand même incroyable de se dire j'ai moins que 15% d'impôts. Donc sur mes dividendes en gros j'ai moins que 15%, donc je fais forcément mieux que dans un compte titre à 30%.
Ok, parce ils arrivent à optimiser derrière la distribution. C'est quoi, c'est de l'optimisation? Et j'ai même des frais gommés grâce à ça, quoi. Ouais. J'ai des frais qui sont effacés. Donc ça, c'est ça. Mais Et après, par à rapport nouveau, à... l'argent ne vient pas dans ta main, typiquement, puisqu'elle reste investie dans l'ETF capitalisant. Elle est dans ta main, parce qu'elle est sur ton compte d'investissement. Il y a un truc, tu vois, Mathieu, que je voudrais creuser sur le fonctionnement du dividende. Moi, il y a un truc qui m'échappe toujours, c'est que donc l'action baisse du montant du dividende, mais ça sous-entendrait que toutes les entreprises sont exactement valorisées sur leur montant de trésorerie. Tu es d'accord? Puisque techniquement, un dividende, il est payé, je veux dire, c'est pas l'action qui vend des parts de ses parts pour te verser le dividende. Il provient des comptes de l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que ça m'a toujours paru différent dans la manière dont c'est processisé, parce que quand tu effectues une vente, tu vends une part de ta société. Quand il y a un dividende, c'est concrètement l'entreprise qui a du cash dans sa trésor et qui en reverse une partie. Ouais. Bah oui, c'est ça. En fait, tu as tout à fait raison. C'est, comment dire, forcément, il y a une perte de la boîte. Si elle sort 3 millions en cash à ses actionnaires, c'est 3 millions qu'elle n'a pas pour réinvestir, elle, dans son activité. Oui. Donc forcément, il y a une perte dans le sous-jacent. Ça, c'est factuel. Oui. Par contre, comment ça se répercute sur le cours? Effectivement, c'est pas grâce à ça. C'est plus grâce au fait que aujourd'hui, on est sur des marchés hyper compétitifs avec, on appelle ça le zéro arbitrage. Donc tu peux pas, avec une simple action d'achat-revente très facile, gagner de l'argent. Et donc, ça serait très simple de gagner de l'argent en achetant la veille, touchant le dividende, revendre. On sait tous. Voilà. Bien Donc sûr. en fait, c'est ajusté. C'est ce fonctionnement-là voilà. qui crée la. C'est ajusté non pas parce que le sous-jacent a perdu de la valeur, c'est ajusté parce qu'on a l'effet zéro arbitrage. S'il y avait du blé à se faire sur ça, il y aurait des traders qui sauteraient sur l'occasion. Et donc ça n'existe pas. Et donc, terrible. le cours baisse. J'ai l'impression, pour moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas parce que l'entreprise a versé 10 000 euros qu'elle a perdu 10 000 euros de valeur, en fait. Tu pourrais te dire de manière très mathématique, ok, elle a versé 10 000 euros, donc elle vaut 10 000 euros de moins. Mais moi, j'ai toujours l'impression que la valeur d'une entreprise n'est jamais basée sur son montant de trésorerie, parce qu'à part Benjamin Graham qui faisait du net, tu vois, du net, où il allait chercher des boîtes qui valaient moins que voilà. Aujourd'hui, ce qui fait la valeur d'une boîte, c'est pas la trésor qu'elle a. C'est une partie de la valorisation, mais c'est vraiment une très faible partie de la valorisation. La vraie question, c'est toujours de se dire, qu'est-ce qu'elle va être capable de générer demain? Et donc, c'est sa capacité à continuer de générer ses rendements qui rentre dans la valorisation plus que juste le fait de verser un dividende, tu vois. Et donc, j'ai toujours cette impression que c'est pas parce que l'entreprise décide de verser X milliers d'euros qu'à nouveau, elle va pas investir en elle, parce que souvent, des entreprises qui versent des dividendes, il y a quand même une grosse partie qui est allouée à la R&D, etc. Oui, mais du coup, forcément moins. Oui, mais tant mieux. Tant mieux, parce que potentiellement, on l'a vu ensemble, c'est un critère. Non, mais oui. Si elle gardait trop de cash, tu vois, moi je trouve que le dividende est une. On fait un tour là. Ouais, enfin, on fait un tour, là, mais on revient au point initial. C'est bien. Ça prouve que, quand même, quelque part, le dividende peut être une forme aussi pour l'entreprise. Tu parlais d'honnêteté, je sais que c'est un truc que tu parles beaucoup sur ta chaîne, c'est pas l'honnêteté. Tu avais un terme qui était pas mal pour dire je prétends pas pouvoir faire mieux. C'est quoi le terme? C'est Evidence-based investing? Non, tu disais je reste humble. Et je me dis, avec les ETF, je pense pas que je vais faire mieux, donc je reste humble, tu vois. Et je trouve que pour moi, le dividende, c'est une forme aussi. L'entreprise est un peu humble en se disant, je pense pas que. Je vous donne l'argent, vous ferez mieux que moi. Bah, vous profitez-en. Moi, je vois pas forcément là. J'ai l'impression d'avoir maxé mes capacités d'investissement. Et j'aime bien cette approche-là plutôt qu'à nouveau une approche Amazon qui est de se dire. Tant qu'on a du cash, vous inquiétez pas, on va trouver une manière de le dépenser et ça sera pas forcément. Et moi, juste une dernière question sur les ETF capitalisants et distribuants, parce qu'on parlait de la tracking différence et l'optimisation, elle vient des dividendes ou de la gestion, peu importe que ce soit capitalisant ou distribuant. Parce que est-ce que du coup les ETF distribuants sont aussi bien optimisés et ont une tracking différence qui est positive également ou moins que les capitalisants? Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Ok, donc c'est vraiment la gestion de l'entreprise. Ouais. Ok, tu vois, et sur Warren Buffett, pour terminer sur Warren Buffett, on avait parlé. Je trouve que le paradoxe, c'est qu'il te dit moi, je ne verse pas de dividendes, mais c'est parce que c'est un très bon alloueur de capital. Mais il adore acheter des entreprises qui versent des dividendes. Et je trouvais ça intéressant, tu vois, parce que 80% de son portefeuille, c'est des actions à dividendes. Donc lui-même, il se rend compte. Mais parce que 80% des actions S&P sont des actions à dividendes. On est plutôt autour de 50%. Et 50%, c'est la moyenne mondiale. Dans le S&P, c'est 80. Ah ouais, c'est 80, tu penses, les actions à dividendes? Ils versent des dividendes. Ouais. C'est des entreprises plus matures, c'est des large cap. Okay. En termes de nombre, en termes de capitalisation, parce que tu as quand même des grosses capitalisations, du Alphabet, du Nvidia, qui aujourd'hui n'en versent pas, tu vois, en termes de nombre. Donc, moi, je trouve qu'il a quand même ce biais. J'ai l'impression que c'est un des critères. Alors, il ne va pas dire j'investis dans les actions à dividendes, mais il aime bien recevoir des dividendes parce que c'est une manière pour lui aussi de récupérer du cash, de le réallouer où il veut, tu vois. Et il va le recevoir.
il va pas le, tu vois, il adore aussi les entreprises qui réinvestissent. Et tu sais, il parle très bien là des intérêts composés, des vrais intérêts composés dans la boîte. Et ça, il adore aussi. Mais ça, j'adore aussi. Tu vois, c'est un critère très important. Mais Warren c'est Buffett, pas forcément excluant au dividende. Parce que Apple, tout ça, ils versent un dividende et ils en voient aussi. Quoi. Ça, c'est un point hyper intéressant que tu dis au niveau des intérêts composés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui. Du coup, je fais un petit parallèle avec. Mais en gros, les intérêts composés, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que s'il n'y a pas de dividende, il n'y a pas d'intérêt composé, tu vois. Ouais, alors ça, c'est une j'ai la foutaise, question, mais c'est abusé. Genre, oui, parce que ça paraît plus concret de se dire je le reçois, je le remets, et on se rend pas compte qu'en fait, dans l'immobilier, on l'a pas, tu vois. Et je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça. C'est-à-dire dans l'immobilier, t'es obligé de prendre ton loyer et tu vas vouloir le redéployer quelque part. Pour moi, t'as des intérêts composés dans l'immobilier, ils sont juste plus lents. Oui, mais t'as pas. C'est pas dans la boîte en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immobilier, donc ton bien immobilier, ce château, il génère du bénéfice grâce à nous qui avons payé ton château. Ton château dans le sud-ouest. Parle-nous de ton château. Il te génère des bénéfices, mais il n'est pas forcément réinvesti directement. Tu vois, ces bénéfices, ils vont être versés. Alors que dans une entreprise, ce qui se passe, imaginons que ce château soit une entreprise, il y a des bénéfices qui sont générés, et c'est comme si ces bénéfices étaient automatiquement réinvestis pour rajouter des ailes au château. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais donc c'est ça qui est intéressant, je trouve. Par exemple, si tu achètes 10 châteaux, les intérêts composés vont être là, tu vois. Genre, si tu en vends un et que tu récupères le cash et que tu fais une plus grosse opération parce que tu as fait une plus-value, machin. On est toujours dans il te faut en vendre un, ou il faut, tu vois. Ouais, mais c'est pas. En bourse, on a c'est ça qui est incroyable, je trouve, quand tu es propriétaire d'une action, c'est qu'en fait, tu as les gestionnaires qui sont dans la boîte, qui réinvestissent ce capital. Et c'est pour ça que je crois que William en parlait, que tu as interviewé, il disait le critère numéro 1, c'est le retour sur capitaux employés. Et c'est finalement une mesure qui permet de savoir, avec les capitaux qu'a l'entreprise et les capitaux qu'elle est capable d'avoir, combien elle arrive grâce à ses investissements à obtenir en retour. Et c'est ça en fait les intérêts composés, c'est tu vois, l'investissement de la boîte. Et je trouve qu'en IMO, je trouve un peu différemment, tu vois. Oui, mais en IMO, on pourrait parler d'intérêts composés si tu prends les loyers pour réinvestir ailleurs. Oui, mais les loyers sont plus c'est différent, c'est moins visuel que la courbe de 7% par an, etc. Mais c'est également le cas. Moi, ce qu'on me dit parfois, et ça, faut vraiment que ça passe ce message, mais ne vendez pas vos ETF. Par exemple, les gens ils me disent j'ai gagné 1000 € cette année avec mon ETF capitalisant. Est-ce qu'il faut que je vende ces 1000 € pour les réinvestir? Ah oui, tu vois le non-sens. Ah ouais. Donc ne vendez pas, ça capitalise. C'est ça le vecteur des intérêts composés. C'est tout l'avantage de la bourse. Il n'y a rien à faire justement. Les gens ils travaillent pour vous. Ils font les intérêts composés pour vous, c'est à l'intérieur des entreprises. Il n'y a pas besoin des dividendes pour faire des intérêts composés. Non plus. La preuve, Amazon qui réinvestit à l'intérieur et son cours qui a grossi de manière astronomique. Oui, sauf en 2022. À nouveau, tu vois, je trouve, c'est pour ça que Berkshire Hathaway est un meilleur exemple. Alors. Voilà, Berkshire Hathaway. Mais typiquement, Berkshire Hathaway, je trouve que c'est la raison pour laquelle Warren Buffett, à mon avis, ne verse pas de dividendes avec Berkshire Hathaway. C'est que fondamentalement, verser un dividende, c'est être capable, c'est Amazon qui dit, enfin, si Amazon verse un dividende, elle dirait entre guillemets, j'ai suffisamment investi dans suffisamment de projets et c'est bon. Mais on est d'accord que Amazon, c'est vraiment le mauvais exemple. Prenons plutôt Apple. Apple, par exemple, va se dire, ok. J'ai pas de boîte à racheter, j'ai payé toutes mes dettes, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Cet argent en plus, je vois pas dans quoi je vais investir, donc je vous le reverse aux actionnaires. Tu vois. Alors que Berkshire Hathaway, pour moi, il aura jamais cette limite-là parce que Apple, ils sont obligés d'investir dans des choses dans leur secteur. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Berkshire Hathaway, il peut récupérer les dividendes d'Apple et acheter du Coca avec, ou récupérer les dividendes de Coca. Tu vois. Et donc, après, je crois que c'est beaucoup une question de l'univers d'investissement de Buffett qui est infini, entre guillemets. Et de son expertise. Vu son expertise. Parce que Apple, s'ils achètent, je sais pas moi, une industrie qu'ils connaissent pas du tout, ça va se passer. Ouais. Ça va être une mauvaise expérience pour eux. Donc, c'est pour ça que la croissance externe capote aussi pas mal. Hein. Parce qu'il y a beaucoup on en parlait, il y a beaucoup de boîtes qui font de la croissance externe et qui vont sur des secteurs qu'ils maîtrisent pas et ça capote. Ouais, c'est le facteur investment comme on parlait tout à l'heure. Mais juste alors. Warren Buffett, par contre, fait des rachats d'entreprises, fait des rachats de ses propres actions. Ouais. Donc, des fois, elles sont sous-évaluées. Il juge quand même que rendre du cash aux actionnaires peut être une bonne idée. Quand, notamment, effectivement, quand l'action est sous-évaluée selon lui. Ouais. Non, mais je pense que le rachat d'actions est intéressant, mais à nouveau, on l'a vu, il n'est pas forcément fait au bon moment. Il y a une notion en fait, par rapport au dividende. En fait, le dividende, dans tous les cas, c'est du cash qui rentre, tu vois. Alors que le rachat d'actions, il doit être fait au bon moment. Clairement, il y a un timing. Ouais, tu rajoutes du timing. Et le timing, tu vois, de la vente, c'est pour ça aussi que pour moi, c'est un des défauts de l'ETF capitalisant, c'est que le timing, en effet, quand ça baisse de moins 30%, ça peut être compliqué de se dire, bon, bah, qu'est-ce que je vends? En fait, je vends moins, je vends plus. Je pense en plus que les gens, là où Clément avait raison, c'est que les gens font souvent l'inverse de ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vendre plus, tu vois, et qui l'auraient peut-être pas fait justement s'ils avaient les ETF, les dividendes, parce que bah, ils se diraient, bon, bah, c'est bien, je touche la même chose.
je pense qu'il y a des gens qui risquent, quand il va y avoir une baisse, de vendre plus leurs ETF, et au contraire, quand ça monte, ils vont en acheter plus au lieu de. Enfin, tu vois, c'est. Mais ça, je pense que c'est pas une question phénomène, d'ETF ou d'action ou quoi que ce soit, c'est juste une question d'éducation et d'ignorance, entre guillemets, où les gens ils prennent des mauvaises décisions parce qu'ils comprennent pas, tu vois. Je pense que c'est pas une question de stratégie d'investissement presque. Après, tu peux la faire en mode robot si tu as trop d'émotions. Ouais. Tu dis, Mais moi, même c'est le mode 2% robot, tu par vois, an, 2% par c'est an. hyper s'il a un circuit sécurisé. grippé, le robot il peut commencer à faire de la C'est merde hyper et trop appuyer sur le bouton. C'est- Non, mais tu peux mettre en place des Ouais, des trucs automatisés. automatisés, ouais. Ouais, Enfin, en vrai, Ouais, ouais. je pense. Bon, est-ce qu'on n'est pas trop mal pour ce bel épisode? Parce que Ouais, je sais pas combien. Le soleil s'en va là. Le soleil Heureusement, s'en on va. avait Il est- dit 50 minutes. il est 5 heures, hein. Mais bon, Il est 5h et on va peut-être laisser la place aux au autres. sans cravate et à Rodolphe qui voulait tourner un petit épisode Ouais, aussi. cet épisode. Ah oui, effectivement. Ouais, alors, ouais, on va on va leur arrêter laisser là, la je pense, place. alors. C'était très cool, Très cool, ouais. cet Trop bien. échange. Merci Mathieu pour. Bah ouais, merci à vous. Franchement, c'est super cool. Ouais. C'est super cool C'était de t'avoir en invité en plus pour le premier live. C'est la première fois qu'on le fait en live, donc vous nous direz ce que vous en pensez. C'est quand même cool. Je trouve que les interactions sont Ouais, plus c'est- que derrière un ordi. Mais j'en parlais tout à l'heure, t'as pas de, tu te coupes pas la parole parce que tu vois la personne elle est vraiment en face, t'as pas le petit lag tu sais, où tu lui coupes tout. En fait, t'entends le petit souffle. ouais. Tu veux... Ah, il veut parler lui. Ouais, Donc c'est ça aussi qui Non, c'était très fluidifie cool. l'échange. ouais. Et puis c'est agréable de voir que différentes stratégies peuvent fonctionner. Et franchement, Moi c'est top. je vais me mettre en ambassadeur de ça, je crois. Ambassadeur de toutes les stratégies. Pas toutes les stratégies, mais Dividende ETF. ouais, genre ETF quality, je pense. Mais ETF je pense que ça peut se et mixer, Action ouais. Quality, tu parlais de SPAC, socle Ouais, passif, socle passif, action de qualité. action de qualité. Et bon, moi pour l'instant, je suis le seul à pas être encore passé sur un socle passif. Je pense que c'est plutôt une question d'alignement par rapport, vu que je parle beaucoup de j'investis dans les actions, je me sentirais un peu, ça me ferait un peu bizarre peut-être d'avoir des ETF à côté parce que les gens diraient bah attends mais je croyais que Ouais. Principe vois, de cohérence. voilà, manque de cohérence. Donc je pense que je vais rester là-dessus. Mais bon, à nouveau, moi je fais le pari. Enfin, je me dis allez, je peux le faire. Si je vois que ça marche pas. Moi, je trouve cohérent d'avoir une petite pochette de 10%, 15%. Ouais. Mais je pense pas que les gens t'en voudraient, non? Je sais pas. Bah, non. oui. On va pas relancer. Non, il non, faut, mais à un faut moment, laisser les tu sais micros. que je On pense. fera à un un moment, épisode j'ai- 2. À un Il faut moment, laisser les micros. j'étais presque ça de faire 50-50 en mode disons comme ça vous comparez les deux portefeuilles, tu vois, ETF, actions dividendes. Mais je pense qu'il faut, voilà, je me suis lancé un défi. Je me suis dit dans 5 ans, le but c'est d'avoir superformé les S&P 500. Et j'ai dit si je superforme pas, j'arrête. Après, c'est la. J'arrête et j'achète des ETF. Donc tu vois, c'est un peu Bah, aussi l'idée de faire un pari quoi. Sur un aspect business aussi, c'est là où vous deux vous êtes très forts, tu vois. C'est que toi, t'es full focus action dividende et tu l'incarnes. Et pareil, toi, Mathieu, t'es full ETF et tu l'incarnes aussi. En tout cas, pour la partie, en tout cas, des clients particuliers et qui ont pas beaucoup de, enfin, qui démarrent. Mais ouais, du coup, vous incarnez vos deux trucs, tu vois. Ouais, c'est ça, il faut investir dans ses convictions et c'est super de comparer les points de vue et pas oublier que de tous les cas les gens disent on a dit octogone et tout mais en vrai on s'entend très bien et dans tous les cas tu vois on est d'accord sur 99% je pense par rapport à Oui, tu oui, prends oui. quelqu'un de lambda on a le même objectif Ouais. et c'est vrai qu'il faut pas rentrer dans des je pense des guéguerres d'ego ou ce genre de trucs parce Je que pense que c'est toujours hyper enrichissant de voir au contraire ce que font les autres, tu vois. Genre, t'apprends beaucoup de Ouais. ce que font des gens qui font l'inverse de toi et même pour ta propre stratégie, je pense que tu peux l'affiner avec les points de vue de Mathieu et inversement. Donc, Ah, c'est, carrément. Mais ça me fait réfléchir, Ouais, moi, je- tu vois, sur les small caps, sur la value. Je me dis, tiens, ouais, c'est toujours. Mais en même temps, tu peux être bon que quelque part. Donc, je pense aussi qu'il faut faire attention. Parce que justement, quand tu es parti sur une conviction, si tu te laisses trop guider par ah, lui, il a dit que c'était bien Ouais. ça aussi. Faut faire attention au capex. Ouais. C'est ça. Non, moi je voulais vous dire merci aussi pour. Enfin, je veux dire bravo pour ce que vous faites parce que il y a beaucoup de mauvais contenu aussi sur l'investissement, sur le make money, donc je trouve que c'est bien qu'on ait formé un peu cette communauté de nouvelle génération de youtubeurs. Moi que j'aime beaucoup. J'aime bien ce qui se fait en ce moment. C'est cool franchement. Ouais, c'est sympa. Et bravo à toi de dénoncer aussi quand même les abus. Tu vois, il faut aussi le mettre en avant et dire quand il y a des mauvais conseils aussi, ce qui est jamais facile. C'est plus facile de dire tout le monde il est gentil, mais des fois tu vois des choses en effet qui sont pas cool et je trouve ça bien aussi que tu fasses des vidéos en disant attention, tu vois quand tu vois des choses qui sont pas dans le juste quoi. Trop bien. Bah super. Merci les gars, c'était trop cool. Bisous, et, bisous. À bientôt. À la Parce que prochaine. On n'est pas très régulier, donc à tantôt. Hein. Ciao ciao. À tantôt, c'est belge ça. Je crois que c'est canadien, non? Je sais même pas. Je sais pas. C'était super bien en vrai. Ouais, c'était très cool. Et là, les gars. On peut se checker. Je crois qu'il y a la piscine là. ouais. Franchement, c'était cool. Je sais pas, je sais même pas combien on a fait. 17h. Il est 17h. 1h33. Ça va, on a fait pire. Hein. On a fait pire à 2. Bah c'est pour Rodolphe.